bonjour à tous pour ceux que j'ai pas vu ce matin. Bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette journée du samedi des rencontres d'hydrologie régénérative. Vous avez choisi la bonne visite Puisque tu es là. Voilà, on visite aujourd'hui le projet de Benjamin qui a vraiment la gentillesse de nous accueillir. Merci pour ça. Donc il va se présenter un peu plus précisément aussi un peu le contexte et pourquoi on a choisi comme site de visite. C'est que Benjamin a mis en place sur les principes de l'hydrologie régénérative et donc sur cette parcelle en particulier, mais peut-être aussi au-delà, en tout cas il y a sûrement des réflexions plus largement, un peu les principes de l'hydrologie régénérative. Donc voilà, un petit rappel, il y a un triptyque eau, sol, arbre qui nous est cher et qui là est appliqué à merveille entre guillemets, en tout cas dans la réflexion. C'est-à-dire eau, il y a des ruissellements, on va le comprendre, des ruissellements, des écoulements, de l'érosion qui est passée sur cette parcelle. Donc il a mis en place des aménagements et un design et une réflexion et des aménagements pour gérer cette eau, pour limiter les ruissellements, les écoulements et favoriser l'infiltration, et on va voir aussi la biodiversité. Donc ça c'est l'aspect eau, hydrologie. Au sol, parce que voilà, pareil, il y a un travail sur la fertilité des sols, il va nous en dire plus. Et arbres, puisque tout ça vaut le coup que s'il y a des arbres qui sont implantés, de l'agroforesterie. Et c'est le cas ici aussi, tout ça mixé sur le même parcellaire. Donc voilà, a priori c'est un peu un modèle du genre sur l'idée et sur la réalisation. Et donc voilà, moi je suis représenté en deux mots, je suis donc Simon Ecard, j'ai du bureau d'études Permalab, avec qui on organise des formations justement sur l'hydrologie régénérative, et Benjamin avait participé à la session de l'an dernier, organisée avec l'ADAF aussi. Et donc je suis aussi coprésident de l'association pour une hydrologie régénérative qui organise ces journées. Et donc Antoine de l'ADAF, si tu veux te présenter aussi. Ouais. Donc oui, moi Antoine, je travaille à l'ADAF Arbres et Sols Vivants. Nous on est une structure basée dans la Drôme, pas loin des Amanins, là où vous étiez tout à l'heure. Et principalement on accompagne pour tout ce qui est projet de plantation en agroforesterie, de haies, et de plus en plus avec des principes d'hydrologie régénérative. On est organisme de formation aussi, et ça fait quelques années maintenant qu'on fait des formations sur cette thématique avec Permalab notamment, et où Benjamin était venu. Et donc ça c'est un des projets aussi qu'on a accompagné sur ce volet plus arbre. On travaille aussi sur les sols, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et voilà, donc si je peux amener après quelques éléments sur le projet, s'il y a des questions sur les arbres, sur pourquoi, sur comment, on pourra, n'hésitez pas dans les échanges après, on verra ça. Je te laisse présenter la chose. Bonjour, pour ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Moi c'est Benjamin, du coup je suis jeune agriculteur installé récemment. Et j'ai fait des formations, donc, comme on le disait, avec Simon et avec la DAF, pour justement comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour avoir une agriculture un peu différente de ce qui se fait classiquement, on va dire, dans le coin. Donc pour vous resituer un peu, moi je reprends l'exploitation de mon père, donc qui comprend quelques parcelles dans le coin. C'est une petite exploitation à la base qui avait viticulture, arboriculture et grande culture. Et mon objectif c'est de la transformer. Déjà je suis en conversion bio, et après ce serait de planter déjà des arbres, ce qui va prendre beaucoup de temps sur déjà tout le tour de toutes les parcelles au fur et à mesure, parce que je suis convaincu que les arbres sont un élément de réponse à ma question, et que j'aime beaucoup les arbres en général. Et cette parcelle tout particulièrement, en fait, on l'a achetée avec ma compagne du coup il y a 2 ans pour faire en gros la partie c'est celle qui nous motivait le plus en fait, pour essayer vraiment de mettre tout en œuvre du début à la fin, c'est-à-dire qu'on accepte que cette parcelle ne va pas nous rapporter d'argent, au contraire elle nous coûte de l'argent pendant pas mal d'années. Et en fait, c'est un exemple d'hydrologie comme vous dites, mais pour l'instant on ne produit rien du tout. Donc ce sera un exemple dans 5 ans, peut-être 10 ans. Donc on est vraiment au tout début du projet, il y a encore énormément de choses à réfléchir, à concevoir.
parce que aujourd'hui, enfin pour moi, je ne suis pas un exemple du tout parce que les agriculteurs ne verraient pas ça d'un bon œil. Je produis absolument rien, si ce n'est pour l'instant d'améliorer le sol, d'améliorer le contexte en fait pour la biodiversité, pour l'hydrologie et pour plein d'autres choses quoi, avant de pouvoir implanter mes cultures. Donc là, l'objectif à la base, donc c'était de concevoir un verger diversifié avec potentiellement des animaux. Donc on pense avec ma compagne que des brebis pourraient être une bonne chose, voire même peut-être des poules. Mais ça, ce sera encore sur des échelles de temps plus importantes. Du coup, là, la première étape de la conception, c'était l'hydrologie et les haies pour gérer le vent et autres problèmes de biodiversité, d'auxiliaires et toutes ces choses-là. Donc la parcelle qu'on avait récupérée, elle était coupée en deux, justement ici. Donc là, le fossé que vous voyez là, il continuait tout droit jusqu'en bas afin de drainer l'eau. Et en fait, ce fossé, il apporte toute l'eau de la colline d'au-dessus, qui n'est pas non plus énorme, mais qui coule quand même assez fort. Dès qu'il fait plus de 40 mm, ça coule très fort. Et il y avait des problèmes de le fossé qui débordait souvent, il y avait beaucoup de sable qui arrivait de la colline et qui ensevelissait une bonne partie du terrain et ça finissait où il n'y avait plus rien qui poussait en bas et c'était vraiment la plage de sable quoi. Et donc il y avait ce problème là et aussi pour nous ça nous semblait plus très logique de drainer l'eau alors qu'en fait maintenant on veut la garder sur la parcelle, on veut l'infiltrer et en plus de ça, si on veut faire de l'arboriculture et qu'on n'a pas beaucoup d'accès à l'eau, il va falloir qu'on soit malin pour essayer de non seulement trouver des espèces qui ne consomment pas beaucoup d'eau, mais aussi essayer de faire en sorte que l'eau reste le plus longtemps possible sur la parcelle. Ouais. Dans le contexte, il y a peut-être juste aussi, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas par ici, mais il y a eu, on peut avoir un peu les deux extrêmes. Hein. En 2022, c'est des zones où il y a des grosses sécheresses. Ouais, en 2022, c'était 6 mois avec 0 mm. Du coup, sur des sols sableux, voilà. Principalement, même s'il y a un peu plus d'argile au-dessus. Là, mais... Voilà, sur la partie d'après, il y a un peu plus d'argile. Et sur cette partie, en fait, on a un gradient quand même très sableux vers la route et un peu plus argileux au fur et à mesure. Il y a une veine d'argile un peu. On peut le voir aussi quand on observe les mares. Et du coup, voilà. Et à l'autre extrême, où même cette année, hein, dans le coin, il y a eu des gros orages avec... je ne sais pas combien tu as eu exactement ici. Mais ici, pas trop. On a eu 100 mm, mais enfin pas trop comparé à eux qui ont eu plus de 200. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est aléatoire. Et puis l'année dernière, en 2023, on a eu 900 mm en précipitation complète. Enfin, alors que normalement, ici, dans les 15 dernières années, c'était plutôt 600 mm. Donc il y a quand même des gros écarts. Et là, cette année, c'est une année exceptionnelle. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se reproduise souvent. On ne sait pas. Mais en tout cas, oui, il y a eu vraiment des gros problèmes d'inondation dans les villages aussi pas loin. Il y a eu des gros problèmes d'érosion du coup sur ces sols-là avec ces énormes orages. Et en plus de ça, il y a des objectifs locaux assez importants finalement au niveau de l'usage de l'eau, au niveau de la modification potentielle des prélèvements à venir et à venir à court terme. Donc, il y a des objectifs de réduction des pompages de 1/3 sur la zone Drôme des Collines Galore pour tout le monde. Et du coup, ça impacte beaucoup les agriculteurs parce que déjà, il y en a beaucoup qui ont déjà peu en eau. Et après, ça va impacter d'autant plus de cette réduction-là. Et on n'a pas d'accès donc ni à l'eau du Rhône, ni à l'eau de l'Isère, ni à d'autres pompages qui, dans d'autres zones, sont pas encore, on va dire, classés comme très sensibles. Ici, vraiment, ils veulent réduire énormément, ce que je comprends tout à fait. Mais après, il y a une question du partage de l'eau qui peut être soulevée. Mais bon, c'est un autre... Qui va être soulevé, qui l'est déjà. Voilà. Effectivement, un petit mot de contexte ça, sur ce que vous mentionnez là, la réduction des prélèvements.
Il y a une étude qui a été faite là sur les deux sous-bassins versants de l'Herbasse et de la Galore, qui a été menée justement par rapport à déjà des premières diminutions des débits d'étiage des cours d'eau. Et donc ces études ont montré qu'effectivement, si à fonctionnement constant, ça allait avoir de plus en plus de déficit en eau, et en particulier donc pour les cours d'eau, d'où ces préconisations et ces besoins, et voire même ces obligations de diminuer progressivement les prélèvements, et qui sont donc une obligation non pas que pour les agriculteurs, mais sur l'ensemble de la collectivité, mais effectivement qui se répercute sur les agriculteurs, quoi. Au point que ça bloque les installations, par exemple, de nouveaux agriculteurs, quoi. Sur le territoire, ça contraint ceux en place, et ça leur demande d'anticiper les diminutions, et ça bloque les installations, quoi. D'où l'importance aussi de commencer à réfléchir comme tu l'as fait sur un projet comme ça. Et peut-être je peux te laisser continuer sur justement un peu peut-être nous parler aussi de la gestion de l'eau, enfin de tes dispos ou pas. Ouais, alors comme je vous disais, pour l'objectif d'arbos diversifiés, il faut de l'eau forcément pour faire du fruit. Et nous, on a, donc au fond, on le verra tout à l'heure, c'est une réserve d'eau qu'avait construit mon père il y a plus de 40 ans. C'est sur de l'argile, là-bas c'est de l'argile pure, donc il n'y a pas besoin de bâche ou quoi que ce soit. Par contre, il y a d'autres problématiques de glissement de terrain et autres, mais bon, c'est une autre chose. On a quelque chose comme 1000 ou 1500 mètres cubes maximum du coup d'eau. Mais c'est un bassin qui est riche en biodiversité, c'est plus utilisé depuis bien 15 ans, 20 ans. Et donc ce serait dommage de la sécher, donc on ne va pas se permettre de la sécher. On veut pouvoir en utiliser une partie. Cet été, j'ai pu en utiliser une petite partie pour arroser les arbres, malgré l'année qu'on a eue. Il y a eu quand même 1 mois et demi de sécheresse. Il y a eu besoin quand même de les accompagner un peu, donc j'ai été content de pouvoir avoir quelques mètres cubes d'eau à donner aux arbres. Et donc ça va suffire pour accompagner, on va dire, des arbres en début de croissance, mais ça ne suffira pas pour vraiment produire, ou alors il faut produire, donc on pense peut-être mettre des oliviers, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, mais pas que, quoi. Et les arbres souvent qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau craignent le gel de printemps. Et ici on est dans une zone qui craint beaucoup le gel de printemps. Et avant mon père faisait beaucoup des abricotiers, ici il y a 20 ans c'était que des abricotiers. Et ça gelait très régulièrement, et donc c'est pas quelque chose qui est vraiment viable aujourd'hui. Donc voilà, il faut réfléchir différemment, il faut trouver, donc on est encore en pleine phase de réflexion, il va falloir se bouger encore pas mal, pas mal se renseigner, s'entourer, réfléchir à plusieurs, et on verra pour la suite. En tout cas, ce qui est de l'aménagement, du coup, au lieu de donc, séparer la parcelle qui était donc 2 parcelles, on a décidé de garder cette eau, ce qui a été un pari assez dangereux parce que en fait ça drainait beaucoup d'eau, donc quand il pleut fort, donc comme disait Simon tout à l'heure, des fois il pleut, des fois c'est des grandes zones des grands moments de sécheresse, et des fois il pleut énormément d'un coup. Et notamment en novembre, nous on a en général dans le mois de novembre, on a facilement 300-400 mm en un mois. Et les sols sont gorgés d'eau, donc il n'y a rien qui s'infiltre, et il y a tout qui dégringole, et il faut faire gaffe de ne pas ruiner la parcelle, de ne pas que tout se fasse emporter. Donc on a mis un fossé assez gros, assez conséquent, qui vient du coup sur cette prémare, qui est une prémare d'infiltration, et aussi qui sert, si jamais il y a du sable qui arrive dedans, ça fait un peu sédimenter le sable pour éviter de boucher la vraie mare, entre guillemets, qui est une mare bâchée aussi, parce que malheureusement on n'aurait pas pu garder l'eau, c'est encore trop sableux pour garder l'eau, donc on est obligé de mettre du plastique. Mais là pour l'instant elle est visible. J'aimerais à l'occasion, quand j'ai le temps, mettre du sable tout autour, ou de la terre en tout cas, pour essayer de végétaliser tout ça, et puis que la biodiversité se développe un peu plus. Cette mare, je la trouve un peu plus triste que l'autre où il y a une toile de coco, que la bâche se voit moins, il y a beaucoup plus de vie dedans. Et ensuite, du coup, cette mare, elle a un trop-plein qui est là-bas, et qui retombe dans le fossé qu'on voyait tout à l'heure, et qui va remplir la mare qui est au bord de la route. Et cette mare-là, son trop-plein, retourne du coup au Chaloret, le torrent qui est en bas. Donc en fait, nous, on garde que très peu d'eau. Là, il y a 100 mètres cubes ici, il y a 100 mètres cubes là-bas.
ça ne suffit pas du tout pour irriguer quoi que ce soit, c'est vraiment que des mares de biodiversité. Du coup, en fait, on fait que ralentir l'eau. Donc l'eau qui est là s'infiltre déjà ici, puis s'infiltre le long du fossé même s'il est un peu en pente, puis il retourne s'infiltrer là-bas, etc. Donc on rend l'eau au torrent, mais l'eau a circulé beaucoup plus longtemps avant de finir tout droit, elle va beaucoup moins vite que le fossé qui va tout droit. Ensuite, on a décidé de faire du coup les baissières qui permettent d'infiltrer encore l'eau de ruissellement des champs et qui coupent aussi le champ en plusieurs parties. Donc cette parcelle, maintenant on a du coup 3 parcelles, une parcelle basse qui est en dessous de la baissière qu'on a appelée baissière sable, parce que côté sable. Le champ du milieu qui est tout en longueur en fait, qui va de la route jusqu'à tout au fond de la parcelle en zigzagant un peu. Et la 3e parcelle qui est là au-dessus et qui nous permet quand même d'avoir des grands linéaires pour la mécanisation, qui permet d'avoir différents contextes, on va dire, entre un peu en hauteur pour le gel, ça joue un petit peu des fois, avec un peu d'argile et des parcelles beaucoup plus basses et après différentes expositions au soleil. Donc on voulait avoir un milieu assez diversifié pour justement pouvoir se permettre de cultiver un peu de tout et voilà. Pour l'instant, on a semé un sorgho fourragé pour essayer de faire un maximum de biomasse. On a mis un peu de fumier avant de semer pour être sûr que la vie du sol puisse être suffisante pour décomposer tout ça. Parce que ça fait 20 ans que c'est en grande culture, donc avec des rotations assez classiques, blé, orge, tournesol, sorgho. Donc voilà, pas des choses qui sont très bonnes pour le sol, du labour, etc. Des pratiques, enfin on va dire classiques, mais qui marchent dans le coin. Et du coup, on a essayé de voir comment ça pourrait se passer, donc sans labour et avec des techniques d'hydrologie et essayer de garder notre sol avec nous parce que ce torrent, il coule marron et il emporte beaucoup de sable, beaucoup de terre. Et donc chaque année, on va dire, on a de la chance d'avoir un sol profond, on veut le garder et donc ce serait bête qu'ils finissent tout dans la rivière et du coup plus ici quoi. Il est intermittent Voilà, c'est ça. En général, il coule que en mois de novembre. Ah oui. Ce torrent, je l'ai vu depuis mon enfance, il coule très rarement. Il peut couler très fort. Vous voyez l'arche du pont là-bas. En 2008, il était quasiment plein. Donc le torrent, il faisait facilement 40-50 mètres de large. 2008, c'était vraiment l'année exceptionnelle. L'aire basse, donc la rivière qui est au bout du torrent, elle faisait plus de 100 mètres de large, elle a emporté des routes, elle a emporté plein de choses. Voilà, mais c'était juste pour l'illustration. Sinon, cette année, j'ai jamais vu couler autant. Il a coulé, je ne sais pas, entre le mois d'octobre et le mois d'avril, il a dû couler 80% du temps. Alors des fois à petit filet, mais il y avait quand même de l'eau qui était dedans, quoi. Donc voilà. Si besoin, j'ai des... Ouais, bah, je sais pas si tu peux les faire passer ou sinon je... Tu peux les montrer aussi pour avoir une vue, peut-être aussi, tu peux expliquer un peu le design entre guillemets, comment t'as... Alors ça c'était le plan initial, alors ça c'est pas tout à fait fini comme ça. Mais on va dire c'était l'idée de base. Donc en formation avec Simon et avec ma compagne, on avait réfléchi et on avait à peu près cette idée-là. Bon, dans la pratique, c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble beaucoup. Donc là, on se trouve là, au-dessus de cette mare-là. Et donc on peut voir l'ancien fossé qui finissait tout droit. On le voit sur la photo satellite derrière la bande d'herbe. Et après, donc, on s'est dit, donc, on a récupéré voilà, les courbes de niveau, etc. Et on a déterminé des baissières qui pouvaient séparer en 3 parcelles à peu près égales et qui pouvaient nous permettre de garder des grands linéaires pour la mécanisation et pouvoir infiltrer quand même un maximum d'eau, quoi. Donc voilà. Et vous savez un peu plus du coup sur les zones, parce qu'il y avait encore des interrogations, hein, mais il y avait des projets autour de grandes cultures du coup et de différents fruitiers. Est-ce que tu sais un peu plus sur quelles parcelles ils seront? Alors non, nous on veut mettre fruitiers diversifiés, peu denses en fait sur toute la parcelle. Mais voilà, en fait le problème est surtout l'eau. On doit dimensionner le projet en fonction de l'eau qu'on a à disposition. Parce qu'il ne s'agit pas de planter et de réfléchir après,
c'est que si on plante et que derrière on ne peut pas assumer, et qu'il y a tout qui crève, et c'est compliqué. Donc on voulait on a besoin d'acquérir énormément de connaissances sur déjà les ravageurs communs qu'il y a entre les espèces, essayer de faire des patchs éloignés, essayer de faire en gros un design qui va permettre en partie l'autorégulation. Je dis en partie parce qu'on va devoir intervenir. Le but c'est de faire de l'agriculture quand même, de produire quoi. Mais du coup il va falloir réfléchir intelligemment pour que derrière notre travail il soit plus ergonomique, qu'il soit plus logique aussi, qu'on ait à traiter le moins possible et qu'on ait à intervenir aussi le moins possible, même si tout demande du travail. Donc là pour l'instant sur les zones, on sait que là c'est sableux, là il y a des expositions au soleil un peu mieux, peut-être on peut mettre du raisin de table par là, on peut mettre des oliviers un peu plus par là. Là c'est un peu plus argileux, ça retient un peu plus l'eau, peut-être quelques pommiers, poiriers ou des choses comme ça, mais tout ça c'est très flou et on a besoin vraiment encore beaucoup de temps de réflexion. Et en attendant ici, là vraiment c'est amélioration de la matière organique, etc. quoi. Donc vous allez pendant plusieurs années travailler sur le sol avant Ouais, finir l'implantation? Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail à côté pour l'instant. Donc en plus de ça, au niveau disponibilité à la réflexion, c'est compliqué. On essaye mais on essaie de travailler à plusieurs aussi. On a un voisin qui va faire de l'hydrologie aussi, enfin plusieurs voisins, mais qui a aussi un projet de parcelles de fruitiers diversifiés. Et du coup, on a envie de travailler un peu tout le monde ensemble. Et voilà, c'est du coup. C'est un voisin qui est dans la. Yves Gélus. Ah, c'est Yves Gélus. Ouais, Yves Gélus, il fait faire fruitier diversifié. Du coup. C'est une parenthèse, il y a la Comcom, donc c'est la communauté de communes, donc c'est Archeglo ici, pour ceux qui étaient là hier, vous avez vu une présentation du projet, donc qui a demandé un financement de l'agence de l'eau pour accompagner une 15 agriculteurs du territoire, donc avec la collectivité Rhône-Crussol aussi, que c'est une collectivité voisine, pour accompagner 15 agriculteurs de leur territoire autour de l'hydrologie régénérative, sur études, réflexions et puis et travaux. Et du coup, l'agriculteur dont parle Benjamin, Yves Gélus, est l'un de ces agriculteurs. Et donc c'est intéressant déjà aussi d'avoir, on en reparlera peut-être après, comment tu as pu financer, mettre en œuvre tout ça. C'est intéressant que les collectivités soutiennent les agriculteurs dans ce genre de démarche, parce que vous comprenez bien que c'est de l'espace qui est pris, c'est de l'argent et de la disponibilité qui est prise. Donc voilà, il y a besoin aussi de soutenir toute cette transition, parce que pour toutes les bonnes raisons, et en particulier sur l'aspect gestion de l'eau, parce que de l'eau qui est retenue dans les parcelles, c'est de l'eau qui se retrouve moins vite dans les cours d'eau en bas, donc problème d'inondation d'une part, problème de sécheresse et de manque d'eau d'une autre part, surtout dans cette zone qui est en pénurie d'eau et en problématique d'eau. Voilà, il y a des vraies réflexions sur comment on infiltre beaucoup plus en amont dans les versants, et pour là aussi soutenir les nappes, soutenir le cours d'eau. Il y a ces réflexions qui commencent à venir au niveau territorial, puisque les collectivités, la chambre d'agriculture et autres s'emparent du sujet un peu plus, de manière plus poussée, parce que un peu aussi face au mur, disons. Ouais, surtout que c'est très pertinent, l'hydrologie régénérative, c'est très pertinent de le faire sur des grandes échelles. Là on le fait sur une petite parcelle, mais en fait aujourd'hui on a dit que là ça coulait très fort, mais si demain le voisin décide de faire de l'hydrologie aussi, ce qui serait super, là ça coulerait plus du tout. Mais du coup en fait nous on a dimensionné ça pour l'état actuel, mais si on arrivait à designer en fait des territoires entiers, alors c'est compliqué, mais plus on fait des grandes échelles, plus c'est pertinent en fait, plus ça fonctionne et plus c'est cohérent avec le voisin. Si on fait une baissière dans un sens et qu'après on arrive à la limite de parcelle, et si le voisin lui il en fait une autre différemment, c'est dommage, ça fonctionne moins bien, mais bon. Est-ce que vous auriez assez d'eau aussi si jamais il faisait de l'hydrologie régénérative en haut? Ah oui, on a trop d'eau. En fait, on a trop d'eau, je dis. En novembre. Trop et pas assez. Au mois de novembre, on a trop d'eau. Le reste de l'année, pas du tout. Au mois de novembre, ça coule. Là, on se rend pas bien compte, c'est tout sec. Mais là, la mare, elle débordait en permanence tout l'hiver. Et ça coulait les fossés dans tous les sens. Enfin, c'était
c'est la gadoue et ça coule très fort tout le temps, quoi. Donc même sans cette partie-là, en fait, juste on peut dire mini bassin versant, je ne sais pas comment dire, mais en fait juste la surface du champ, en fait, si vous voulez, le nombre de millimètres, quand il pleut 1 millimètre, c'est 1 litre par mètre carré. Donc dès qu'il pleut, quand il pleut 100 litres par mètre carré sur 1 hectare, ça fait des quantités énormes d'eau et qui finissent tous dans les fossés parce que dans ces périodes-là, en plus, comme je disais tout à l'heure, le sol il est gorgé d'eau et il n'y a rien qui vraiment s'infiltre rapidement. Donc du coup, tout finit en bas rapidement. Et c'est vrai que là, j'ai pu voir cet hiver, c'était très satisfaisant de voir tout fonctionner, de voir que ça se remplissait. Il y a des réglages encore à faire, il n'y a rien qui est vraiment terminé parce qu'en fait, en permanence, on observe, on se dit, là, ce serait bien de mettre un petit barrage là ou de rajouter un petit bout de fossé comme ça ou quoi. Mais sur le principe, on est plutôt content. Après, peut-être on pourra faire un moment sur qu'est-ce qu'on aurait pu changer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Ouais, Oui, tout à fait. si, Ouais. les retours, On va vous... Par la communauté, pour réaliser quoi? Alors là, nous, on a eu un concours de circonstances, un bon timing avec, donc pendant la formation justement hydrologie, il y avait quelqu'un de Valence Roman Aglo qui faisait sa formation, Cédric Cadet, vous verrez cet après-midi. qui m'a mis en contact avec Adrien Guillonnet du CIAB, qui lui cherchait des agriculteurs pour lancer le marathon de la biodiversité, qui est financé donc par l'agence de l'eau et qui du coup demande donc soit des syndicats, soit des associations donc de faire des aménagements. Donc ils finançaient des mares de biodiversité et des haies. Alors pour les haies, on est resté avec la DAF cette année parce qu'on avait commencé un dossier avec eux. Mais par contre, pour tout ce qui est donc les fossés et les mares, du coup ça a été eux qui s'en sont chargés entre guillemets avec nous bien sûr dans la réflexion. Et donc eux, ils nous ont financé, donc il y a 70% de l'agence de l'eau, il y a 20% le CIAB et seulement 10% pour nous, et heureusement. Et en plus de ça, ils nous ont offert leur temps de travail, parce que nous, on a eu juste à payer la location du matériel, le matériel, parce qu'en fait, au total, il y en a eu pour 20 000 euros, sans la main d'œuvre. Donc c'est des projets qui coûtent vraiment très cher. 20 000 euros. Les EPDM, un EPDM là c'est plus de 5 000 euros. Juste alors c'est la bâche. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, les 20 000 euros, ça comprend les plantes. Ça comprend pas les Non, sans les arbres. Ouais, Voilà. sans les arbres. Donc en fait, 20 000 euros, c'était les locations des pelleteuses, c'était les bâches, donc 5 000 euros par bâche, et pas mal de matériel autre. Du coup, je me souviens plus exactement du tableau. Donc c'est énorme. Nous, on n'en a eu que pour 2 000 euros. Donc c'était inespéré pour nous parce qu'on était prêt à mettre des sous, mais pas à 20 000 euros, on n'a pas les sous quoi. Et donc on était très contents. Et les haies, du coup, on a réussi à se faire financer malgré le fait que ce soit une année de creux, un peu voilà. Donc on a eu des financements, donc on a essayé de faire tout nous-mêmes pour les haies. Donc j'ai fait le broyat en fait, c'est des paysagistes qui me livrent des branches, je broie avec mon tracteur. Enfin, ça coûte un peu quand même des sous, mais c'est économe d'un autre côté parce que le prix du broyat aujourd'hui c'est impossible. Les plants, ils ont été financés et après les tuteurs, on a tout fabriqué nous avec des bambous qu'on a récupérés aux voisins. Enfin voilà, on a passé quand même beaucoup d'heures de travail, mais ça nous a permis de minimiser la facture au maximum. Et en fait, on se retrouve plutôt très bien en fait quand comparé à nos calculs des débuts. Et donc on a mis des sous de notre poche. Ça c'est que cette partie-là. Après nous on a mis des sous forcément pour du fumier, pour beaucoup de semences. Avant il y avait un autre couvert végétal. Enfin, c'est des choses que nous on additionne, mais en même temps qu'on se dit dans tous les cas on va dans un sens qui nous plaît. Donc voilà, un jour cette parcelle on espère nous rapportera des sous aussi parce que c'est le but. Mais pour l'instant voilà, on est plus dans l'investissement on va dire à long terme. Moi 0. Là, la plantation, du coup, ça... Pour les plantations, globalement, il y a quand même des programmes qui existent, qui permettent de financer, qui prennent en charge quasiment l'ensemble de l'investissement, ça c'est sûr. Et une partie du temps de travail au moins. Après, souvent, ce qui reste, c'est ça. Ce qui reste à charge, c'est Quand je dis 0, c'est niveau financé. Ouais, parce qu'en réalité, entre le paillage, la préparation du sol, la plantation, etc. Cette année, vraiment, enfin, j'estime à la grosse louche 1 mois et demi à temps plein. Mais quand je dis à temps plein, avec des semaines, enfin des grosses semaines, quoi. Enfin, voilà. Mais voilà, du coup, heureusement qu'il y a ce soutien financier.
Mais je me dis aussi que je comprends pourquoi les agriculteurs ne sont pas motivés à planter. Parce que, après, nous, on a choisi de faire 1 kilomètre d'un coup. Enfin, il y a 1030 arbres. Pour d'autres, il vaut mieux y aller un peu plus progressivement. Après, voilà. On limite aussi souvent, en tout cas, les projets pour toutes ces questions-là de temps, d'argent, derrière. Tu n'as pas parlé aussi du temps que tu as passé à désherber. Oui, c'est ça. Il y avait la préparation de la plantation et puis après, donc il y a eu énormément, on était 30 pour planter, que des amis, c'était super, mais il a fallu leur payer à manger, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Mais le truc, c'est que derrière, il faut les entretenir, les arbres, il faut les arroser. Alors on a eu de la chance cette année pour l'arrosage, j'ai arrosé que 3 fois. Et cette année, c'était l'herbe. Donc j'ai passé 3 fois la débroussailleuse. Là, sur la fin, j'ai arrêté, j'ai plus le temps, voilà. Donc il y a de l'herbe qui a poussé et on a regarni aussi du broyat. Donc ça prend du temps. Et puis aussi, surtout, passer beaucoup de temps le soir à se balader, à arracher l'herbe dans les protections parce que, en fait, surtout sur cette partie-là, il y a énormément de liserons et autres. Ça pousse fort et en fait il faut vraiment dégager l'arbre au pied et ça c'est des heures que je compte pas du tout parce que bon on se baladait mais il faut le faire. Autour des arbres c'est quelque chose qu'il faut faire ou j'ai cru entendre moi que l'herbe il fallait la laisser autour des arbres? Non, alors dans la protection, nous en fait ça dépend mais il y a un cahier des charges vraiment sur... Là par exemple il y a eu un suivi qui a été fait cette semaine, donc tous les arbres ont été comptés. Il y a 2 chiffres, parce qu'il y a eu un problème sur une essence avec les églantiers où ils sont tous morts, mais ça c'est un problème de pépinière. Mais si on enlève les 50 églantiers qui ont été plantés, c'est 2,7% de mortalité. Ouais. Donc si on veut atteindre ce genre de résultats, en fait il faut faire à l'intérieur, il faut enlever, il faut désherber, ou alors malgré qu'on puisse mettre une collerette au pied de l'arbre, qu'on vienne mettre du broyat par-dessus, il y a déjà il y a eu beaucoup de précautions qui ont été prises, mais malgré ça en fait on n'y coupe pas. Nous on voit vraiment, on fait les suivis pour tous ces projets-là et il y a des énormes différences. Un projet comme ça qui est pas géré au niveau du désherbage avec une année où il y a eu beaucoup de pluie comme ça, ou si on a été un petit peu léger en quantité de broyat, dans le secteur, ça peut vite monter à du 60-70% de mortalité. Et donc là, en fait, tout cet argent, toute cette énergie qui a été déployée, soit on recommence, soit on laisse, on abandonne, et en fait, on laisse un peu s'enfricher. Après, il y a différentes stratégies, hein, mais c'est vraiment, il faut en être conscient aussi. C'est pas, et là, pour le coup, sur des aménagements comme ça, s'il n'y a pas de plantation, il faut les faire en même temps, en fait. C'est là où c'est vraiment pertinent, où ça stabilise l'ensemble, où ça va aider à infiltrer, où ça va vraiment faire en sorte que ces baissières fonctionnent, ou que ce fossé tienne. Après là, il y a un double... Mais pour revenir sur la question, il y a des herbes qu'on peut laisser, mais la plupart, elles concurrencent beaucoup l'arbre, surtout quand il est jeune au niveau de ses racines. Donc c'est vrai qu'il faut en enlever. Parce que j'ai une discussion avec Maryse, elle me dit qu'il faut laisser, on a fait une plantation à Colomieux, on a laissé l'herbe, c'est vrai. Oui. Mais il y a un double effet. Il y a un effet où ça fait de l'ombre, où ça empêche le sol de sécher trop vite. Oui. Mais en même temps, si les racines sont en contact des racines de l'arbre, la plante elle va être beaucoup plus rapide pour coloniser. Du coup, c'est ça. Mais par rapport aux baissières justement et aux arbres, moi ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a un effet drainant de la baissière par rapport à l'arbre la première année. En plus, nous on a des baissières qui sont peut-être pas exemplaires parce qu'on a fait des baissières très profondes. Alors justement, une question technique, comment tu as piqueté Alors on a fait, donc en formation on avait plusieurs techniques, on a choisi le A égyptien. Okay. Donc c'est seulement un A en bois avec une barre en bas. On fait le système du fil à plomb en fait qui donne l'aplomb de la croix. Et là on règle le pourcentage de pente qu'on veut. Donc au début on se met à plat, on met 1%, 2% en fonction de comment on veut le faire. Et en fait après le SIAB est venu avec un GPS. Voilà, ils étaient équipés et en fait le A égyptien fonctionne. Mais il faut se méfier parce que si c'est un sol pas très plat, pas très bien travaillé, c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Ça va qu'on avait un peu du temps l'été dernier pour le faire, mais heureusement qu'ils sont venus aussi avec le GPS vérifier, il y a eu un peu des corrections de fait.
Et après, on a fait des baissières assez profondes. Et c'était vraiment sur un niveau, il n'y a pas de dénivelé? Non, il y a un niveau, il y a une descente. Ça aussi, c'était une décision qu'on avait prise par rapport aussi, ça allait bien avec le design qu'on voulait. Parce qu'en fait, si on mettait 0% de pente, ça nous faisait des parcelles déséquilibrées et plutôt des bouts de parcelles très difficilement mécanisables qui se finissent vraiment en pointe. Donc il y avait cette idée au début de vouloir orienter l'eau vers là-bas, c'est-à-dire que de la partie un peu plus humide, un peu plus argileuse, ramener le plus d'eau possible vers là-bas, vers le sable en fait. Mais en fait, après réflexion, autant cette baissière-là, elle fonctionne super bien et je pense que le 1% de pente, il est bien de ce design. Sur la baissière sable, j'aurais bien finalement mis 0% de pente parce qu'en fait, il y aura un effet positif, c'est que déjà là, l'eau, en fait, elle s'écoule sans problème, même avec 0% de pente. En fait, juste le fait que la fin soit ouverte, elle aurait quand même alimenté la mare là-bas. Et en fait, ce qui aurait été encore mieux, c'est que l'eau donc du trop-plein de cette mare qui va dans le fossé, qui va alimenter l'autre mare, et en fait, l'autre mare en se remplissant, parce que vu que c'est sableux ici, la baissière sable, elle est jamais pleine, à part dans les périodes extrêmes. Et en fait, l'eau, elle pourrait retourner dans le champ. En fait, la baissière sable, elle finit là. Elle serait donc, après, avec le 0% de pente, elle finirait carrément encore plus là-bas. Mais ça fait que en fait, l'eau, elle referait un tour dans le champ supplémentaire, donc elle passerait encore plus de temps. Et il y aurait possibilité de réfléchir. Mais bon, il y a plein de choses qu'on aurait pu changer, quoi. Ça va pour tout le monde là, tout ce qu'on parle un peu technique. Je pense que. Pourquoi est-ce que ça aurait pu ramener l'eau une fois? Juste, est-ce que 0%, attends, juste 0%, 1%, vous comprenez de quoi on parle ou Pourcentage de pente. C'est les pentes. Alors une baissière, ça va pour tout le monde. On parle de baissière depuis tout à l'heure. Une baissière, c'est un fossé. Basiquement, c'est un fossé talus sur courbe de niveau. Donc c'est voilà, qui va suivre les courbes de niveau là vraiment. Et qui a pour but justement d'intercepter le ruissellement qui arrive comme ça. Et comme c'est sur courbe de niveau, ça se remplit, ça ne va pas d'un côté ou de l'autre, parce qu'au fond il n'y a pas de pente, quoi. Et donc il y a un choix qui peut être fait de dire je ne fais pas sur courbe de niveau, je fais avec un léger dénivelé. Pour donc 1%, 2%, voilà, on choisit. En fait. Alors c'est pas sur le fond, c'est vraiment dans la. C'est l'ensemble de l'aménagement qui a une légère pente, c'est à 1% de pente, et qui oriente le flux de l'eau. Plutôt que ça suive la courbe de niveau, ça descend un petit peu, ça descend un petit peu, quoi. Parce qu'au final 1% ça change beaucoup de choses. Et voilà, c'est ça. Parce que surtout sur des terrains qui ne sont pas hyper pentus, en fait 1%, comme là cette baissière a fait un peu moins de 200 mètres. Du coup ça fait 2 mètres de différence de là où, enfin je dis grossièrement, mais si moins il y a de pente, on va dire, plus ça décale le fossé très loin en fait, ça peut le décaler. Là, et si on voulait partir toujours, enfin là on le voit pas bien, on le verra mieux tout à l'heure, mais si on voulait avoir notre départ toujours au même endroit, en fait ça aurait fait que la fin elle finissait beaucoup plus haute ou beaucoup plus basse en fonction du pourcentage, donc ça a changé tout, quoi. Sur le design de la parcelle, dans le montant que tu as annoncé là de 20 000 €, c'est compris aussi, enfin, c'est toi qui as fait le design? Non, le design c'est moi qui ai réfléchi avec ma compagne. Et du coup, grâce à la formation de Simon, qui nous a mis, en gros c'est ça qui nous a mis dedans, on avait déjà commencé à réfléchir à le design de la parcelle, mais on n'avait pas cette notion d'hydrologie. Et quand j'ai vu que la DAF proposait cette formation, je me suis dit qu'est-ce que c'est ça? Et en fait je me suis inscrit et ça m'a fait en sorte que en fait, ça nous a déjà mis, on va dire, une grosse partie du design de la parcelle, parce qu'au début, on a une feuille blanche complète, où tout est possible, on peut tout imaginer. Et en fait, avec ça, ça nous met, entre guillemets, des contraintes. C'est comme si on plaçait un cadre de contraintes. Et après, maintenant, on peut remplir les trous. Je trouve que ça nous a permis de débuter quelque chose, quoi. Parce que sinon, je pense qu'on partait un peu dans tous les sens aussi. Et heureusement qu'on va dire qu'on n'a pas planté des arbres un peu n'importe où avant de se rendre compte de ça. Parce qu'en fait, c'est plus facile de faire un design sur une feuille blanche, hydrologique, plutôt que par exemple sur mes vignes, là où j'ai un peu de pente de l'autre côté du pont, j'aimerais bien faire quelque chose, mais il y a des vignes qui sont plantées dans le sens de la pente, classiquement, pour la mécanisation, pour plein d'autres problématiques. Mais du coup, l'eau, forcément, elle file. Et quand c'est planté, on n'a pas envie d'arracher exprès pour faire des fossés, etc. Enfin, il y a d'autres solutions, mais là, c'était plus facile, quoi. Est-ce que déjà en moins d'1 an, tu n'as pas encore eu le premier vrai novembre,
Ouais. Est-ce que tu as déjà vu des différences sur le sol, sur la biodiversité, sur justement la pénétration? Tu disais qu'il y avait beaucoup de sable par là-bas. Est-ce que tu as vu qu'il y avait moins de sable déjà? Alors, oui. Est-ce que, Oui, voilà, quelles bien sont sûr. les différences que tu as? Et la deuxième question, c'est on parle de l'agence de l'eau, de la DAF. La chambre d'agriculture, elle en dit quoi? Ils sont quoi là-dessus? Les autres agriculteurs, comment ça se passe? La chambre Joker. d'agriculture, ouais. Bon, Bah, je vais on peut en répondre à la parler, première question déjà. On en parlera, il n'y a pas de... Alors, ouais, en fait, si, il y a eu un premier mois de novembre, vu que les baissières étaient déjà faites au mois de novembre dernier. On a commencé les travaux au mois d'octobre, il y a un an. Et en fait, on s'est fait un peu ravager. Et moi, j'ai eu peur en revenant après le mois de novembre. En fait, j'ai vu que c'était un peu triste parce qu'on avait fait rentrer des pelleteuses dans le champ. Et tout était défiguré et je me suis dit mais on a fait des bêtises, on a cru être plus fort que la pluie, on a cru et en fait il y a tout qui était, c'était pas beau. La digue de la mare là-bas elle s'était effondrée, la baissière elle était quasiment pleine de sable. Il y avait, et en fait c'est des choses qu'on avait plus ou moins anticipées. Et en fait, c'est justement pour ça qu'on a fait des fossés assez profonds parce qu'on savait qu'il y avait du sable qui allait arriver, potentiellement qui allait le boucher. Et en fait, c'est vrai que sur le coup, ça a fait peur, surtout qu'il n'y avait aucune végétation. Et pas de végétation en hiver, c'est beaucoup d'érosion, c'est beaucoup de pertes du sol, c'est beaucoup de gros problèmes pour la biodiversité, dans le sol, quoi. Et c'est vrai qu'on a fait, ça c'est un des premiers retours qu'on a eu directement, c'est commençons pas les travaux en automne, en hiver, au printemps. Enfin, je pense que c'est hyper important. Les végétaux, c'est eux qui tiennent le sol. Donc en hiver, ils ne poussent pas vraiment. Il y a très peu de choses qui poussent et ça pousse très lentement. Alors qu'au printemps, ça pousse très fort. Donc je pense qu'il y aurait eu moins d'impact négatif à commencer à... Voilà, c'est ça. Et donc du coup, pour les résultats, sinon positifs, il y en a eu plein. C'est qu'en bas, je vous avais parlé tout à l'heure de la plage de sable. Et cette plage de sable a disparu. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, il poussait que des ambroisies. Alors les ambroisies, on peut en parler, il y en a de partout, cette année il y en a énormément. Là-bas il n'y avait que ça qui poussait, c'est vraiment une plante qui est très problématique dans le coin. Et donc c'était un gros problème. Donc résultat super positif par rapport à ce sable qui est plus là-bas. Ce sable qui est emporté vers la prémare qui est juste au-dessus de l'autre là-bas, que j'ai déjà vidé une fois. C'était quand? C'était à la fin du printemps, en tracteur, j'ai pu rentrer, donc j'ai fait une pente douce dans la prémare pour enlever le sable. Elle s'était remplie complètement, enfin, il faut dire que c'était une prémare beaucoup plus grande que ça. On l'avait prévu vraiment, elle était 2 fois plus, j'ai retiré 5 remorques, j'estime, je sais pas, peut-être 20 mètres cubes de sable retiré. Et on s'est dit peut-être que ce sera à faire chaque année. Mais en fait, c'était surtout du sable de nos fossés. C'était surtout à cause des travaux qu'il y a eu autant de sable. Donc ce sera sûrement à en refaire. Mais au moins, on a un piège à sable qui est là-bas, qui fonctionne. Et on aura juste à le récupérer et je sais pas, on pourra faire du bâtiment. Non, malheureusement, du sable, c'est du sable assez pur quand même parce que en fait, ça trie l'eau, ça trie vraiment bien les sédiments et tout ça. Et du coup, il faut... pour l'instant, je vais en faire des pâtés. Un bac à sable pour les... Mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, encore un autre très bon résultat. L'eau s'infiltre super bien parce que je regarde les débits qui passent entre ce qui coule ici. Alors cette partie-là s'infiltre moins, c'est plus argileux. Et en fait, je regarde les débits qui passent ici, qui passe dans la mare et je vois le débit qui finit dans le Chaloret, dans le torrent à la fin et il n'est pas du tout le même. Et du coup ça pour moi c'est aussi un bon résultat et en fait c'est encore que le début parce que les arbres ils ont pour objectif avec leurs racines de faire infiltrer encore mieux. Les plantes qui sont en train de pousser dans le fossé également vont faire encore plus d'infiltration. Donc on va voir, j'ai pas hâte plus que ça, mais j'ai hâte de voir quand même les grosses pluies qui vont arriver et la réaction de tout ça, voir à quel point le sable finalement il se déplace un peu moins et comment ça s'infiltre plus qu'avant. Au niveau du couvert, j'ai vu qu'il y avait une grosse tache bien verte au milieu
Ouais. champ, là. Tu l'avais déjà observé ou est-ce que Ouais, c'est alors, l'hydrologie qui l'a... on se disait du coup avec ma compagne, on pourrait faire venir une classe d'étudiants et essayer de leur faire déterminer qu'est-ce qui se passe. Ouais. En fait, c'est assez simple, c'est là où a été stocké le fumier avant que je les pende. Il y a une autre tâche, je ne sais pas si vous avez observé vers les boîtes aux lettres là-bas, c'est une tâche complètement différente où le sorgho il pousse très peu. Et en fait, c'est là où avait été stocké du broyat, mais du broyat qui avait asphyxié le sol. Et en plus que c'est sableux là-bas, donc le broyat se dégrade pas bien. J'ai eu beau le gratter un peu et tout, et ben en fait il y a rien qui pousse, donc en fait faut faire gaffe quand même avec le carbone, pas trop en n'importe. Et il y a plein d'autres zones comme ça, on va pouvoir avancer un petit peu, et il y a aussi une zone là qui est hyper verte, et c'est l'ancien fossé. Et en fait l'ancien fossé, on observe que à l'amont de l'ancien fossé, le sorgho il a poussé beaucoup moins qu'à l'aval. Et en fait, il y a cette histoire d'infiltration aussi. La matière organique, elle se transforme, elle a besoin, les organismes dans le sol, ils ont aussi besoin d'eau pour travailler, pour tout ça. Les vers de terre, ils adorent les endroits plus humides. Et en fait, je me dis que, en fait, cette histoire de Bessia, là, c'était comme un fossé qui s'infiltrait pas, mais qui avait quand même un peu sur le côté, quoi. Et du coup, on voit des grosses différences. Et là, le sorgho, donc je l'ai broyé une fois, je l'ai semé tardivement parce qu'il pleuvait beaucoup, impossible de rentrer dans la parcelle. Je l'ai semé fin mai et je l'ai broyé mi-août. Et là, il est en train de repartir. Donc, il a galéré parce que c'était pendant la sécheresse. Il fallait absolument que je le broie parce qu'il était en train de monter à graines. Mais malheureusement, c'était une période de sécheresse. Il y a des gens qui font ça, qui arrosent derrière parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et en fait, derrière, ils recréent encore plus de matière organique. Là, il y a beaucoup de galères. Mais bon, le sol est couvert, c'est le principal pour cet hiver. Et après, on pourra observer, si vous voulez, dans le champ, là, on peut descendre un petit peu. Et la quantité qui a été broyée au sol. Et des fois, le sorgho, il pouvait atteindre 2,50 m, voire 3 mètres à certains endroits. Et à d'autres endroits, être petit comme ça. Du coup, les hétérogénéités de parcelles, elles sont hyper nombreuses ici. Il y a de tout et c'est assez intéressant à voir, quoi. Tu l'as un peu évoqué, mais pour moi, dans un sol sableux, les arbres sont plutôt plantés dans la baissière. Parce que là, du coup, ça Et sèche. c'est ce que je disais. Ouais, tu as commencé à l'évoquer, je crois. C'est ça. Sauf que l'objectif, mais il faut qu'ils tiennent notre lieu. Qu'ils arrivent. Alors, on veut les accompagner les premières années, donc on peut les arroser. Donc on va les arroser un petit peu pour que le temps que leurs racines se développent un tout petit peu. Mais en fait, comme ils sont en dessous de la baissière, ils sont théoriquement, ils profitent entre guillemets de la poche d'eau, et aussi leurs racines permettent d'infiltrer cette eau encore plus en profondeur. Mais après, on va dire à une échelle un peu plus petite, quand on plante le petit arbre, qui est souvent de cette taille-là, on fait un léger creux en fait pour qu'il ait une petite poche d'eau à lui, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté drainant qui, je pense, pénalise un peu les arbres les premières années, surtout que là, la baissière, elle est très profonde. Surtout dans les sols sableux comme ça. Et si elle avait été plantée dans le fond, avec des clous dedans. Non, mais il faut les accompagner sur les premières années. Enfin, en tout cas, nous, on trouve que c'est un bon compromis sur, à terme, l'arbre, quand il développe ses effets. La disponibilité pour l'entretien de la baissière aussi à terme, et même dès les premières années, pour pas que les jeunes plants se fassent arracher aussi les premières années. Dans l'ensemble, globalement, il n'y a aucune solution parfaite, mais en tout cas, on trouve que cette idée de dire ok, on plante à différents endroits, de la baisser en fonction du contexte, effectivement c'est bien d'en tenir compte. En effet, dans les zones argileuses, un peu trop d'eau, oui, on va faire attention en haut, pour justement faire le côté drainant. Et à l'inverse de dire ok, c'est trop drainant, trop sec, on plante en bas. C'est quand même plutôt valable pour vraiment les contextes plus arides et plus secs, quoi. Le planter en bas de la baissière, planter en bas de... Ouais, quand il y a des grosses pluies comme ça. Alors c'est plutôt contexte aride, donc plus bas dans le territoire, voire dans nos contextes comme ça, il peut y avoir un peu un intermédiaire qui est fait, c'est-à-dire planter non pas en bas, mais un peu soit un peu en aval, un peu en bas de pente ou à mi-pente ou quelque chose comme ça. Et effectivement, le en bas, et alors en plus avec des flux un peu qui peuvent être importants à un moment, c'est pas non plus une bonne idée pour. Non, mais je m'en rends bien compte. En plus là, le talus, il est pas, on voit qu'il est pas, même si le fossé est profond, le talus n'est pas non plus très, il a dû se tasser un petit peu, j'imagine. Oui, oui. Donc ça se tasse un peu.
Donc bon, l'un dans l'autre, ça fait que c'est pas non plus en haut d'une structure drainante. Mais oui, après, il y a plein de façons de faire, enfin, il y a plein de solutions. Et puis, de toute façon, il faut vraiment s'adapter à chaque fois. C'est pas une recette ou quoi que ce soit. Et nous, on a décidé ça. Il y a peut-être des choses qu'on va regretter, il y a des choses qu'on regrette déjà. Mais du coup, non, ouais, il faut vraiment réfléchir au cas par cas. Mais c'est pertinent de penser comme ça. Et je pense que ça aurait été bien, mais entre le sable et le fait que, ou alors trop d'eau, il y a des arbres là, juste en dessous de la digue de la mare là, on a mis un bout de haie comme ça. Et en fait, il y a la plupart qui sont morts quand même, parce qu'ils ont eu les pieds dans l'eau toute l'année. Et du coup, là, c'était trop d'eau, quoi. Et surtout qu'en plus, nous, dans la réflexion, on a mis des essences qui résistent quand même à la sécheresse. On se dit que, parce qu'en fait, ces arbres, ils vont vivre théoriquement, on espère, 50, 60 ans, peut-être plus. Et que dans 50, 60 ans, le climat ici, il aura sûrement bien évolué. On ne sait pas comment, mais voilà, on préférait anticiper dans ce sens-là. Et cette année, on se dit aussi qu'il y a des arbres qui ont peut-être galéré, je ne sais pas, parce qu'il y a eu plus d'eau que d'habitude, alors qu'ils ont été sélectionnés pour être dans des conditions plus sèches normalement. Et même malgré qu'il y ait de mémoire, il y avait aussi une séparation entre les deux listes. Oui, c'est ça. Il y a une sélection de listes un peu plus argileuses et une sélection plus sableuse. Et ça a été réfléchi aussi par rapport à l'ombre portée, par rapport au... Ouais, alors du coup, le sud, c'est là, à peu près. On a eu envie de maximiser en fait l'ombre, justement. En fait, on est vraiment dans un scénario de on veut protéger du vent, on veut de l'ombre, on veut tout ce que le bienfait de la haie peut apporter par rapport à ça. Et en fait, après, on se laisse le choix de la conduite, on va dire. On a pris beaucoup d'arbres qui sont très résilients, qui peuvent être conduits en CP ou en trogne. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. CP, c'est carrément, alors ça peut paraître barbare, hein. On coupe à la base, ça repart, ça drageonne. Le but aussi, ce serait peut-être faire du fourrage, c'est-à-dire que les haies peuvent devenir l'alimentation pour des animaux. Donc il y a plein de façons de faire. Donc on va aussi designer notre parcelle en fonction de cette ombre qu'on va avoir. Donc les endroits très ensoleillés et très secs, en fait, l'olivier par exemple, ou la vigne dont je parlais tout à l'heure, ils vont être plus juste en dessous de la baissière, au sud en fait, de la haie. Et les noisetiers par exemple, juste au nord de la haie. Et on va créer plein de milieux en fait, complètement différents. Et après, c'est sûr que pour l'instant, on n'a pas l'impression, mais peut-être que dans 20 ans, on se dira mais pourquoi on a planté ça? Mais bon, on verra ça à ce moment-là. Non, c'est bien de réfléchir avant quand même, mais c'est plus facile de couper que de faire pousser. J'ai une question sur la baissière. Tu disais qu'en bas, c'était sableux, donc très drainant, et que finalement ta baissière, elle ne se remplissait pas. Que dans les périodes extrêmes, et que tu aurais pu en profiter pour balancer de l'eau dedans, quoi. Et au lieu qu'elle monte, en fait, là, elle est plus haute de à peu près 2 mètres par rapport à l'arrivée au niveau de la mare là-bas. Et en fait, si elle avait été pile de niveau, parce qu'il y a une partie qui se fait, j'ai essayé de recreuser un peu le sable en gros, l'eau de la mare là-bas, elle déborde, avant de déborder dans le trop-plein et retourner dans le Chaloret, on redéborde un peu dans cette baissière. Et si elle avait eu 0% de pente, en fait, elle remplit la baissière jusque là. C'est-à-dire que l'eau, elle arrive là, hop, et elle revient là. Ma question, elle est sur la baissière du haut, sur un terrain plus argileux. Celle-là, elle marche super bien. Enfin, elle marche. Et elle est souvent sur pleine. Les périodes plutôt autour de l'été et des grosses pluies, est-ce que ça serait intéressant de balancer de l'eau pour qu'elle se remplisse à ces moments où finalement il y a du ruissellement, mais pas forcément en bout? Oui, mais j'ai pas d'eau. Comment balancer de l'eau? Ça se remplira pas. Ce fossé, il dégueule de l'eau. Ah non, mais quand ce fossé dégueule de l'eau, celui-là, il dégueule avant. En fait, en fait, lui, il est plus réactif, c'est-à-dire que comme là-haut, c'est sableux, ça commence quand il pleut. Il commence à s'infiltrer là-haut, c'est-à-dire que lui, il coule 1 ou 2 jours après une grosse pluie. Voire tout de suite si vraiment la pluie est vraiment énorme. Et celui-là, il coule quasiment directement pendant la pluie. Donc c'est une réaction un peu différente. Et en fait, quand il pleut, on n'a pas besoin de remettre de l'eau là-bas parce que lui, il se suffit juste la pente. En fait, toute cette pente-là, on va dire que là-haut, le Talweg, là, la pente de la colline, elle fait comme ça et elle vient ici se regrouper ici. Mais tout ce qui est de ce côté-là, il ruisselle un peu plus loin, il est capturé, entre guillemets, capturé par la baissière un peu plus loin là-bas. Donc ce bassin versant, il est suffisamment gros pour le remplir.
Ben, elle se remplit pas vraiment parce que ça coule, mais du coup pour pallier à ça j'ai fait une petite, à 20 mètres d'ici, j'ai fait un petit tas de terre qui se végétalise doucement et qui permet à en fait faire un remplissage, c'est-à-dire que ouais c'est ça, et du coup ça fait que bah, après quand ça veut ça finit par déborder et venir ici quand même, mais au moins ça retient une partie de l'eau et ça peut-être en faire d'autres. Ouais, voilà, c'est ça. pour ça. Parce que ce que tu mentionnes, c'est ce qu'on appelle un rodent. Donc c'est effectivement dans une baissière ou un fossé ou n'importe quel fossé, c'est effectivement de faire un petit monticule qui va faire que plutôt que l'eau s'écoule complètement, bah, ça va se remplir. Et donc l'idée, en plus qu'on en fait plusieurs régulièrement, c'est une stratégie ça aussi pour notamment, et peut-être que ça pourrait être dans le fossé là-bas, enfin, à voir si c'est pertinent, mais en tout cas dans un fossé qui a une pente, et ben d'en faire régulièrement, ce qui fait que ça va, on fait évidemment dans le profil du fossé, on ne fait pas jusqu'en haut le remplissage, pour pas que ça dégueule, on le fait en général jusqu'à à peu près à moitié, ce qui fait que ça se remplit jusqu'à moitié, et quand c'est trop loin, et ben ça continue, ça déborde et ça continue dans le fossé, ça va jusqu'au suivant, et ainsi de suite. Ce qui redonne au fossé une capacité de tampon, une capacité de stockage entre guillemets, et donc d'infiltration derrière, et de ralentir, d'éviter en plus l'effet d'accélération, et tout en garantissant que le trot il continue à s'écouler. Et en gardant l'ouvrage initial, parce que ça c'est souvent dans des... On a parlé un peu de blocage tout à l'heure, mais quand on arrive sur une parcelle ou sur une ferme où il y a déjà surtout tout ce qui est des cultures pérennes qui sont en place, et on ne peut pas venir arracher les vignes, enlever les arbres. Mais il faut faire avec les fossés qui sont déjà autour de la parcelle ou qui sont déjà... Et là, du coup, ce genre de... Ça peut aussi au moins amener une solution. C'est jamais idéal, mais... Voilà, ça peut petit à petit, tu peux récupérer le pourcentage. Oui, mais pas dans l'objectif dont je parlais. Pas d'en ramener l'eau. Mais oui, c'est ça. Mais je pensais en faire au printemps prochain. Justement, que ce soit dans le fossé là qui est un peu trop pentu ou que ce soit dans cette baissière, de faire des petits tas de terre, enfin des redans quoi. Pierre, ouais, faut que ça se stabilise quand même parce que quand il y a du courant. Ça part, ouais, c'est ça, pour ça au printemps et puis mettre une poignée de graines graminées ou quelque chose qui tient un peu le sol. Faire plein de petits pour là aussi éviter l'accélération. Ça sera d'autant plus stable que le flux sera faible, donc autant qu'on ait une succession. Donc on l'a fait dans corriger une baissière qui a une légère pente. Par exemple. Mais par contre, on peut pas. Non, on ne peut pas rechanger la pente. On ne peut pas changer la pente si. Donc mieux vaut faire une légère pente que du plat, parce que le plat, on ne pourra pas lui redonner une pente si nécessaire. Alors qu'une fente, on peut lui remettre des. Oui. L'intérêt du plat, peut-être, c'est en effet, on ne peut pas redonner une pente dans notre pente. Par contre, on peut araser un peu l'extrémité. Ça va venir se vider dans le sens. Il va toujours remonter. Ce qui est la hauteur de l'eau quand il y a des grosses pluies aussi. Ouais, donc si l'eau monte un peu, naturellement, de toute façon aussi, elle peut. Si au bout il y a une sortie où il y a quelque chose, elle va pouvoir créer sa propre pente. Ouais. Et dans ce cas-là, on pourrait en effet, et ça se fait, alors c'est un peu technique, mais de dire voilà, à un moment donné, là ça se remplit et donc ça va déborder dans un coin, dans un endroit, et d'un côté plutôt, et à un moment donné, quand on veut faire l'inverse, justement, ça peut se remplir et venir remplir pour regarder que ça remonte dans l'autre sens. Ça va forcément s'écouler dans l'autre sens, mais ça va remonter dans l'autre sens. Il faut jouer avec les trop-pleins. Des modifications. Ouais, et souvent, c'est ce qu'ils avaient dit pendant ma formation, et on a visité les alvéoles, et c'est ce qu'ils disaient, c'est qu'il y a toujours des réglages à faire en fait. On ne peut pas faire un truc parfait, parce que l'eau, on l'observe d'abord, et puis après, on vient d'essuyer. Oui, ça va continuer à éroder. J'avais une petite question un peu gênante peut-être pour eux. D'abord félicitations pour c'est assez impressionnant. Peut-être que tu peux aussi dire d'où tu viens et ton en même temps quoi. Ouais, n'hésite pas à dire quand vous prenez la parole, à dire aussi d'où vous venez, qu'est-ce que je suis Gaël, technicien rivière dans l'est de la France, donc pas du tout des contextes comme ça, et on essaye de. On aimerait accompagner les exploitants agricoles sur ces mises en œuvre. Et ma question était justement, je me rends compte que beaucoup de toi qui as travaillé, beaucoup de toi qui as designé, réfléchi aux différents éléments. Designé moi et ma compagne, et travailler plutôt moi. D'accord. C'est une question de temps. Non, mais oui. Elle a un travail à côté aussi. Du coup, l'apport de la DAF et de Permalab a-t-il été suffisamment
important, au bon moment, au bon endroit. Est-ce que tu as besoin de plus de conseils techniques, d'échanges, parce que du coup tu devais avoir, ça devait fumer, on peut partir dans tous les sens, j'imagine. Oui. Bah oui, non, mais c'est pertinent comme question parce que justement, moi je trouvais ça super le côté formation. Parce qu'il y a des gens qui proposent, enfin des collectivités qui avaient des idées de proposer des prestations de services pour designer les parcelles des agriculteurs ou pour, et moi je trouvais ça pas très pertinent parce que c'est vraiment l'agriculteur qui connaît sa parcelle. Et en plus c'est à lui vraiment, même s'il y en a plein qui n'ont pas le temps, il y en a plein qui ont autre chose à faire. Je suis tout à fait, ça prend du temps, voilà, il y a plein de problématiques. Mais pour moi, je trouve ça pertinent, l'autonomisation de l'agriculteur. Du coup, par la formation. Donc en fait, Permalab, donc par sa formation, donc Simon nous a donné beaucoup d'éléments pour pouvoir designer nous-mêmes. La DAF, les éléments techniques sur les arbres et les plantations, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est de connaissances pour pouvoir après, derrière, faire. Mais après, ça nécessite aussi du temps, c'est sûr. Et il y a un jeu de ping-pong comme ça après, et après, entre oui, vous, après, ils sont disponibles par mail, par téléphone ou autre. Et les questions, elles peuvent revenir. Et en fait, le problème, je pense qu'il manque de financement pour ces formations, pour ces accompagnements, parce que en fait, ils ont trop de projets à gérer tout le temps. Il y a un moment donné où c'est comme tout. S'ils veulent être vraiment là derrière nous, il ne faudrait pas qu'ils aient autant de projets à gérer en même temps, quoi. Mais qu'on soit plus nombreux avec plus de financement. Oui, voilà, c'est ça. Mais juste peut-être pour préciser sur les formations, c'est parce que dans les formations, le but c'est vraiment aussi de travailler, que ce soit les formations haies où tu avais été venu aussi, ou les formations hydrologie. Il y a de la théorie, toujours une partie, mais derrière il y a de l'étude de cas à chaque fois, et le but c'est de ensemble, alors soit par petits groupes, soit individuellement, enfin ça tourne. Et pendant les formations, on est plusieurs. Et voilà, et en fait, chacun, on passe, Simon passe, après moi je passe, on reparle des arbres ou autre. Mais le but, c'est que chacun puisse réfléchir à son projet avec toutes ses contraintes, avec sa réalité, et que nous, on puisse amener des idées quand on peut, les techniques qui puissent être... C'est génial, l'autonomie, et puis en plus, c'est ultra valorisant. Oui, c'est sûr, mais il y a aussi la réflexion d'autres personnes qui ont l'habitude d'accompagner d'autres gens, et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, le collectif dans une formation, c'est qu'il y en a plein d'autres qui, voilà, et nous on pense pas forcément à tout. On connaît notre parcelle certes, mais en fait il y a des propositions, et c'est ce que je disais aussi. Là pour le design qui nous reste à faire, c'est qu'on veut être plusieurs parce qu'il nous faut énormément de connaissances différentes, il nous faut énormément d'idées et de gens qui ont différentes compétences techniques, et en fait on aimerait faire ce qu'on appelle des ateliers de co-conception pour justement réussir à faire la chose du mieux possible. On ne cherche pas la perfection, mais voilà, il nous faut le nombre, il faut le temps et il faut les connaissances. Donc en fait, ce que tu aimerais avoir, c'est un groupe d'acteurs extérieurs, ADAF, Permalab, collectivités territoriales, pour mettre les différents enjeux d'autres agriculteurs. C'est ça, ouais. D'accord. C'est une bonne question aussi. Enfin, des fois, il suffit juste de dire t'as pensé à ça ou alors, non, mais c'est énorme ce qui peut être. Enfin, surtout quand tu pars d'une feuille blanche. C'est ça, parce que là, c'est un gros aménagement, mais il existe plein de petits aménagements dans des parcelles de culture pérenne qui sont déjà en place. Et il y a plein de petites choses à faire qui font beaucoup la différence quand même. Mais là, c'est l'exemple du gros aménagement avec les pelleteuses. Du coup, c'est quand même particulier. La personne qui connaît rien du tout, qui voit le truc, qui va te poser une question qui paraît idiote, mais en fait... Oui, des fois personne qui connaît rien du tout en fait. Et pourquoi vous ne faites pas comme ça? Peut-être peut-être pour compléter un peu là-dessus, on a parlé rapidement des marathons qui, pour ce type de projet, sont quand même des modèles qui peuvent vraiment fonctionner parce qu'on parle de mares, on parle de plantation, etc. Mais nous, il y a souvent une difficulté. Alors on peut, avec du VIVEA, de l'organisation de formation haute, réussir à concevoir, d'accompagner la conception des projets. Mais ce que tu disais aussi tout à l'heure, derrière, pour revenir, pour ajuster, pour aider à régler, à observer, là souvent il n'y a plus de financement. Enfin, il n'y a plus de journée. C'est la bonne volonté de chacun. Mais du coup, il faut être pas loin. Faut être pas loin en local. Faut pouvoir réagir vite. Faut qu'après la pluie, on puisse y aller, ou pendant la pluie. Et quand il y a, si je prends l'exemple de la DAF, nous c'est une 50-60 plantations par an.
pas toutes avec des principes d'hydrologie, mais là sur l'année à venir, il va quand même y en avoir pas loin d'une petite dizaine. Pour ajuster tout ça derrière, on n'est pas 50 non plus. Et souvent là, c'est compliqué de trouver des financements. Pour tout ce qui est investissement, ça peut se faire. Bon, sur les travaux d'hydrologie, c'est quand même pas toujours évident, mais on voit que ça commence à bouger, à se débloquer. Et derrière, par contre, sur cet accompagnement plus fin qui est nécessaire pour réussir à améliorer aussi tous les projets, parce qu'on voit bien que c'est encore en construction sur plein de points, là c'est plus compliqué. Là, les collectivités auraient vraiment clairement, enfin on pense en tout cas, un rôle aussi à jouer. Parce qu'avant de construire les groupes aussi de paysans, et d'agriculteurs qui... de la part des collectivités? Justement, on peut parler de Porto do Nordeste là. Et c'est une autre collectivité qui était là, ils étaient là hier, ils ont dû présenter le projet. À côté aussi. Donc effectivement, là, Benjamin mentionnait qu'il y a sur Archagloron-Cosol 15 agriculteurs, donc en effet ils ont payé des prestations. Donc en effet, en l'occurrence on y était avec Permalab entre autres. On a designé sur plusieurs parcelles, donc pourquoi pas, c'est bien, en effet, ça amène des choses, mais clairement on s'est rendu compte aussi par expérience parce que on fait des formations, mais on voyait bien qu'il n'y a pas ce suivi dont tu parles, et l'idéal ce serait effectivement de faire la formation. Les agris bossent sur leur projet et puis on se revoit 2 mois, 3 mois, on fait une visite de site. Bref, on complémente tout ce petit truc, tous ces petits allers-retours de réflexion qui se font, qui ne demanderaient pas forcément beaucoup de temps, quoi, juste un peu de suivi, peut-être une journée, 3 mois, 6 mois plus tard, avec une visite de terrain. Ça peut suffire largement pour faire quelque chose d'assez solide et cohérent. Et du coup, ça manquait donc cette espèce d'intermédiaire entre une formation et plus rien derrière, et une prestation où nous on débarque et on fait tout pour l'agriculteur entre guillemets, et en fait il manque peut-être une forme d'appropriation, en tout cas il peut manquer une forme d'appropriation dans la démarche, et cet intermédiaire où il y aurait la formation plus un peu de suivi derrière, là en l'occurrence avec Porto do Nordeste, donc cette autre collectivité donc à laquelle appartient, non c'est pas, alors si le pont en fait c'est l'autre côté du pont c'est Valence Roman Aglo, ici c'est Archagloron. D'accord, et il y a une autre collectivité qui est Porto do Nordeste qui est encore plus au nord. Et eux, leur proposition, c'est d'accompagner 23 agriculteurs de leur territoire sur ces principes d'hydrologie régénérative, là aussi avec un financement de l'agence de l'eau. Et sauf que là, en l'occurrence, ils ont lancé l'appel d'offres et ils ont proposé un budget rikiki pour pouvoir accompagner, théoriquement, faire de la prestation chez 23 agriculteurs. Et du coup, alors, on a répondu avec Permalab en proposant, Ken Slanten, vous n'avez pas beaucoup de budget, très bien. On va organiser un format où en fait on va faire cette fameuse formation et suivi. Donc les agris vont être mis à contribution, la collectivité va être mise à contribution aussi pour fournir les cartos et tout ça. Les agris, on leur fait faire la formation de base qu'on fait, 1 jour en ligne et 2 jours en présentiel. Ils commencent déjà à designer sur leur site. On prévoit ensuite une visite de site pour chacun, 2 jours, quelques mois plus tard pour approfondir le design, et ensuite un petit accompagnement au chantier, une demi-journée pour accompagner au chantier, quoi. Ce qui fait que en effet c'est pas si lourd en termes de financement et tout ça, et il peut y avoir un peu ce suivi, et là en l'occurrence c'est pris en charge en très grande partie par la collectivité, quoi. Donc on va le tester tous ensemble là, avec la collectivité, les directeurs, nous. Et on suppose que c'est le format qui semble assez idéal pour toutes les bonnes raisons qu'on vient d'évoquer là. Et surtout que, Le problème est la solution. Surtout que l'agriculteur, s'il ne comprend pas exactement pourquoi ça a été designé comme ça, pourquoi ça, il ne pourra pas le suivre dans le temps. C'est lui qui cultive après derrière. Donc, Et ce que tu disais quand même, tu as bien expliqué, que ce soit sur vider la mare de trop plein, enfin vider le sable, aller désherber, toutes ces actions-là, si c'est pas l'agriculteur, l'agricultrice qui l'a choisi, il n'aura pas forcément envie de le faire. Et s'il abandonne l'aménagement, il peut... Ouais, c'est des sous foutus en l'air, entre guillemets, enfin pas que des sous d'ailleurs. Hein, ouais, et de l'argent public aussi, enfin en tout cas qui peut être perdu. Magnifique. C'est une grosse responsabilité. Bravo pour la chambre d'agriculture. La chambre d'agriculture. Je peux y aller, enfin si tu veux. Enfin, juste qui es-tu et que fais-tu? Moi j'habite à Cré, mais je viens D'accord. En fait, Tu n'es pas de la chambre d'agriculture. Non, moi la chambre... Alors il y a des chambres d'agriculture, hein, mais en tout cas nous, la chambre d'agriculture de la Drôme, elle est quand même, s'y intéresse. Ils sont au fait, ils connaissent les réalités agricoles, ils connaissent les difficultés du monde agricole, ils connaissent les problèmes du climat qu'on a actuellement.
Ils se sont mis à réfléchir à l'agroforesterie, à d'autres d'autres façons de faire aussi pour s'adapter. Et ils viennent aussi ils commencent à réfléchir je crois qu'il y a une première formation qui va être lancée. Il y a eu, en tout cas, il y a eu quelques conférences où ils étaient aussi présents. Donc ils commencent à réfléchir, notamment à cause de territoires comme ici où il y a vraiment des obligations et des urgences au niveau de la gestion de l'eau. Et ils y viennent en tout cas, moi c'est ce qu'on sent. Je peux... Oui, mais peu importe, de toute façon il faut y aller. Pas plus en retard que la majorité des acteurs en réalité. Là en l'occurrence, là dans la Drôme, je dis pas partout quoi. Mais en effet ils y viennent et comme disait Antoine, il y a un peu face au mur depuis 2-3 ans là, ils sont passés par rapport à l'accompagnement d'agriculteurs, par rapport à la baisse de l'eau disponible, on fait la technique quoi, les tuyaux, comment on passe au goutte à goutte, comment on passe à les aspects d'économie d'eau, jusqu'à se rendre compte que pour autant ça ne va pas suffire, la technique ne va pas suffire, et ils en sont arrivés effectivement parce que oui ça émerge d'un peu partout, à cette idée que oui il faut infiltrer quoi, infiltrer l'eau qui tombe, garder l'eau, infiltrer l'eau. Et ils sont allés, président de la Chambre d'agriculture ici, aller visiter le GAEC de Mont-la-Huc, là, donc il y a une autre visite qu'on voit ce matin. Ils ont entendu parler effectivement à la conférence, tout ça. Du coup, ils y viennent, et en effet là, en l'occurrence, on a répondu avec eux sur un appel à projet là, financé par l'ADEME là, autour de l'hydrologie régénérative. Ils ont dit voilà, nous on veut faire de l'hydrologie régénérative, on veut tester, on veut vraiment s'embarquer. Et assez sincère, en tout cas nous on les a sentis assez sincères et engagés, y compris au niveau président, tout ça. Donc c'est pas juste un technicien par-ci, c'est au niveau de la tête. Donc voilà, ça vient voilà, c'est plutôt bon signe en tout cas dans la dynamique. Et parce que voilà, il y a des acteurs un peu historiques comme Madaf, comme nous ou d'autres qui font émerger. C'est toujours comme ça, il y a des pionniers, puis derrière il y a ils s'emparent, donc des fois ça pose des problèmes, on est d'accord, mais d'une certaine manière pour généraliser la chose, on est conscient nous, nos petites structures, que c'est pas nous qui allons adresser à un bassin versant entier, tous les acteurs d'un bassin versant entier pour embarquer quelque chose de large, qu'à un moment donné des gros acteurs comme ça qui malgré tout rayonnent et touchent quasiment tous les agriculteurs de leur territoire, sont un peu indispensables pour que ça se démultiplie. Et il y a besoin à un moment donné que ça se démultiplie pour travailler à l'échelle d'un territoire, comme on dit tout à l'heure. Donc bon, c'est un peu le sens de l'histoire qui est... Ils essayent de suivre aussi pas mal de projets qu'on a commencé déjà à mettre en place ou qui commencent. Donc là, même par exemple sur l'autre communauté de communes qui est sur le département ardéchois avec Rhône-Crussol, et c'est pareil, ils ont demandé à pouvoir être intégrés au suivi des différents aménagements et des différents designs qui allaient être faits sur les fermes pour pouvoir justement aussi évaluer, comprendre et s'intéresser et commencer à mettre un pas sur ces thématiques-là. Ouais. Là maintenant on est au bout de la baissière, là. Et du coup en fait il faut se dire que toute l'eau là qui vient ici là, qui tombe dans le trou, et en fait elle peut finir au bord de la route là-bas. Elle finit jusqu'au pont. Elle retombe au lieu d'aller tout droit vers le Chaloret. Donc là le torrent en fait il passe juste là. On va aller là-bas après. Ouais, donc derrière le peuplier là. Oui c'est ça, voilà. Dans le creux là il fait le virage. Et donc au lieu d'aller directement là et de s'écouler rapidement avec beaucoup d'eau, parce que là le Chaloret il arrive des collines assez loin et quand il coule très fort et c'est pas, on a décidé de vraiment pas y toucher parce qu'on aurait eu le droit en fait de venir récupérer de l'eau ou quoi, mais c'était beaucoup trop dangereux à faire parce que quand ça coule c'est beaucoup trop d'eau. Donc il faut se dire toute l'eau qui arrive ici, en fait elle fait tout son circuit dans le champ, elle navigue, si elle s'infiltre pas, elle navigue jusque là-bas tranquillement quoi. Du coup c'est assez intéressant. Je sais pas, tu as la photo satellite non de l'autre côté? C'est ça, j'étais en train de me demander, 280 mètres celle-là? Alors là ça c'était les estimations. Ouais. Ça c'est dommage, du coup dans l'autre présentation il y avait vraiment le plan qu'on a refait après, ouais. C'est pas grave. Mais on voit sur la photo satellite, on voit plus la réalité. Enfin satellite, non c'est un drone, c'est un pote qui est venu avec son drone et qui nous a pris une belle photo. Ils veulent pas le satellite. Et, oui. Mais du coup, ouais, il y a un peu moins de... ouais, c'est celle-là, ouais.
Ouais, elle est petite, vous Ouais, c'est allez peut-être pas la voir. Alors les mares, justement, c'est dans le principe de l'hydrologie, si on fait les mares en haut, c'est qu'elles sont potentiellement utilisables pour de l'irrigation en gravité. Mais sauf que finalement, on s'est rendu compte que faire une mare énorme pour avoir, enfin, on n'allait pas pouvoir s'en servir en irrigation, mais elles sont aussi dispatchées de manière à avoir un point d'eau à peu près tous les 300 mètres, ce qui est préconisé par la LPO, pour que la biodiversité puisse passer d'une mare à l'autre en fait. Là, on voit pas, mais juste ici, en fait, on a la grosse réserve d'eau dont je vous parlais tout à l'heure. Après, on a une mare là, et il y a un milieu humide en fait, donc ce torrent qui est quand même un peu humide de temps en temps. Donc ça fait quand même la possibilité aux oiseaux, à tous les autres, animaux ou insectes qui aiment bien l'eau. Et on a vu rapidement la colonisation des mares, des grenouilles, des têtards par milliers, c'était impressionnant, plein de choses, des oiseaux qui venaient boire, des abeilles, des libellules qui se reproduisent, il y avait plein de choses qui se sont passées très très vite et en fait on voit que dès qu'il y a un point d'eau, un endroit où ça manque, en fait c'est très rapidement utilisé et du coup on se dit que potentiellement c'était pertinent de le faire. Comment ça s'est comporté cet été? Est-ce que c'était complètement sec? Si oui, à quelle date? Non, ça n'a pas du tout été sec. Là, il a replu un petit peu, mais au final, les niveaux, ils n'ont pas bougé. Ils étaient comme ça, des mares, comme on les a vus. Ça a baissé forcément. Hein. On a eu quand même fait 1 mois et demi où on a eu entre 35 et 37 degrés avec des évaporations énormes, des trucs vraiment costauds. Et du coup, on avait peur et au final, les mares, elles ont été faites, on n'en a pas trop parlé. Du coup, le SIAB, qui avait déjà fait pas mal de mares, enfin Adrien, qui nous a un peu expliqué comment faire. Nous, on avait un peu s'était renseigné avec la LPO, on s'était renseigné un peu à droite à gauche sur ce qui avait été fait. Et en fait, pour la biodiversité, c'est bien d'avoir une pente douce en fait pour que les animaux puissent remonter tranquillement. Et en fait, au bout de cette pente douce, on fait quand même une grosse fosse pour avoir une quantité d'eau assez en profondeur qui se réchauffe pas trop vite et en fait ça fait des échanges aussi du coup d'eau et qui fait que la mare s'évapore un peu moins parce qu'on a moins une montée en température de l'eau rapide quoi. Ah oui du coup là c'est des grosses mares. Normalement les mares de biodiversité elles font 25-30 mètres carrés maximum. Là elles font plus de 100 mètres carrés chacune. Enfin la première fait 100 mètres carrés, la deuxième doit faire 120 ou 130 et en profondeur, au début on avait l'impression que c'était beaucoup, mais vu que les digues elles sont pas utilisées complètement, parce qu'il fallait faire les trop-pleins, je dirais en hauteur d'eau, je crois que la première elle doit faire un peu plus d'1,80 m. Ouais, les deux elles doivent être aux alentours d'1,80 m, 2 mètres, mais voilà. Et on a mis pas mal de cailloux aussi dedans, on a mis de la grille pour que les animaux ne glissent pas sur le PDM. Et dans la première, une toile de coco, que je regrette qu'on n'ait pas pu la mettre sur la deuxième. Et ce qui permet pas mal de choses là, du coup, comme je disais tout à l'heure, le PDM qui est noir, qui chauffe beaucoup. En plus, il va se dégrader plus vite s'il est pas à l'abri de la lumière. Et ben, c'est vrai que c'est mieux si c'est couvert et c'est mieux pour plein de choses. Et puis c'est moche en fait. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. J'ai pas de grille de coco ou quoi que ce soit, mais je pensais justement, moi, je voulais en parler avec toi, mais mettre une couche de terre en fait dessus, suffisamment pour que les plantes puissent pousser, je dirais 10 cm, quelque chose comme ça, pour en fait recouvrir tout le bord de la mare. Et protéger, etc. quoi. Ouais, ce serait l'idéal quoi. Nous des fois même on remet un géotextile, alors ça rajoute on fait un géotextile en dessous, un peu anti-poinçonnant. Pas pour accrocher, après avoir creusé, on met une première couche de géotextile. Ah oui, mais avant le PDM on l'a mis, on l'a mis. Un peu anti-poinçonnant pour éviter d'abîmer la bâche. Le PDM, donc cette bâche étanche, et on remet un géotextile par-dessus. Et par-dessus on met roche, terre. Alors quand il y a donc c'est juste de la terre comme ça au fond. Et par contre quand il y a un peu de pente, juste la terre évidemment on ne peut pas la mettre comme ça. Donc soit alors quand c'est vraiment qu'on fait un peu des bassins, presque un peu d'agrément, on met une espèce d'enrochement en pierre sèche sur les parties en pente.
Si là j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de pente non plus. Sur les bords, si quand même un peu. Vraiment, ouais. Mais justement cette grille normalement en plastique elle est faite pour retenir aussi le limon, retenir un peu de la terre. Donc normalement ça devrait pouvoir se faire. Et j'ai vu que tu as commencé à mettre des roches, des pierres. Ouais, on a mis pas mal de cailloux. C'est eux qui ont apporté du coup c'est du galet qu'ils ont apporté carrément pour tout le fond il est en galet. Ouais. Et du coup il y a du sable un peu qui s'est déposé aussi avec les pluies. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il y a plein du coup de petits, que ce soit les grenouilles ou tous les autres insectes qui ont besoin de s'enfouir un peu, de se cacher. Et même quand le niveau d'eau il descend, ça garde des couches d'humidité et différentes. Enfin, le mieux de toute façon c'est quand les milieux ils sont un peu différents tous. Du coup. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est le SIAB? Le SIAB c'est le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de l'aire basse. Okay. Du coup, c'est celui qui gère, ouais, c'est ça, de l'aire basse. Tu peux les laisser se végétaliser toutes seules ou pas les mares? Ouais. Ouais. Alors moi, au début, c'était la stratégie, enfin, on laisse faire. Mais vu les pluies incessantes et en fait le lessivage et tout, j'ai essayé de mettre des graines dès que je pouvais. Enfin, je sais pas si vous observez, il y a un peu de luzerne, il y a un peu de graminées, il y a un peu des. J'ai acheté un peu des. Enfin, j'ai pris des restes de graines que j'avais, j'ai acheté un peu des graines pour à des endroits, même dans les fossés et tout. J'ai essayé de faire stabiliser un peu la chose parce que en fait, tant qu'il n'y a pas d'herbe, la terre elle s'en va quoi. Enfin, du coup, les sols nus, il n'y a rien de pire pour l'érosion quoi. Donc ouais, j'ai essayé. Ouais, non mais je suis beaucoup passé. Alors dès que je regardais la météo, quand ils annoncent pas trop de pluie, mais des fois on balance des graines, mais finalement il pleut pas. Donc ça marche pas trop. Des fois on balance des graines, il fait 50 mm. Les graines elles sont dans l'air basse. Mais voilà, après on fait un peu comme on peut. Puis après moi ça m'amusait beaucoup de passer du temps. Enfin dès qu'il pleuvait un peu beaucoup, j'étais là avec mes bottes et mon ciré à faire des réglages, à regarder, observer, prendre des photos. Parce que c'est quand même quelque chose qui me plaît quoi. À mon avis, ils sont arrangés avec les chasseurs. Qui se mettent des graines dans les poches et pour qu'ils dessinent tant qu'à faire. Ils sont là quoi. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir la mare là-bas? C'est pas dans l'aménagement, mais c'est déjà en place. Et ça fait partie. Donc aussi, il y a donc, la mare là-bas, donc qui m'a servi à arroser les arbres, qui va me servir aussi plus tard à arroser les futurs arbres qu'il y aura sûrement. Et en fait, il y a un tuyau enterré, une canalisation enterrée que mon père avait fait, qui arrive au niveau de la mare où on a discuté tout à l'heure, au-dessus. Et en fait, ça me permet de... En gros, on la voit sur le schéma, là, donc cette canalisation. Et du coup, ça m'a permis de remplir ma remorque avec mes tonnes à eau pour pouvoir faire le tour avec mes arbres parce que j'ai pas d'irrigation installée. Donc je suis obligé de me balader avec ma remorque et mes tonnes à eau le long des haies et d'arroser au tuyau. Donc ça prend du temps, mais au final, c'est mieux que pour le développement des arbres, c'est mieux qu'une irrigation fixe en goutte à goutte ou quelque chose qui va, comme on appelle, biberonner l'arbre ou empêcher le développement des racines un peu comme il faut quoi. Donc voilà, j'ai arrosé à peu près 25 litres, en moyenne 25 litres par arbre quand j'arrosais et du coup c'est grâce à cette mare là, enfin cette mare, on appelle ça la réserve plutôt. Ouais. Parce que les autres... J'ai pas compris, dans quelle mare tu pontes et dans quelle mare tu ne pontes pas? Alors les deux mares de biodiversité, je ne pompe pas. Elles représentent du coup, comme je disais, elles font à peu près 100 mètres carrés sur un moins de 2 mètres de profond. Donc on va dire qu'elles font 100 mètres cubes chacune. 100 mètres cubes, j'ai arrosé très peu cette année, j'ai arrosé que 3 fois et j'ai dépensé déjà un peu plus de 100 mètres cubes juste pour arroser 3 fois. Donc en fait j'en aurais vidé une complètement, donc c'est pas pertinent. Et du coup ça, c'est la seule dans laquelle je pompe. Je pompe pas, hein, c'est par gravité. Donc, et du coup c'est celle-là qui fait, on va dire à peu près 1500 mètres cubes, mais que je veux pas vider complètement parce que c'est une super belle zone de biodiversité et que ce serait bête de la mettre à sec, de dire je fais de la biodiversité d'un côté et je la détruis de l'autre côté, ce serait bête. Mais du coup bon, c'est pour ça que moi j'ai pas accès à l'irrigation. C'est un des gros problèmes dont on parlait tout à l'heure, qui va vraiment compliquer mon projet. Et du coup ouais, je sais pas quelle solution j'aurai dans le futur, mais pour l'instant, on va essayer de construire le projet avec le moins d'eau possible. Voilà. Il va falloir capter
Le Chaloré, là. Le Chaloré, ouais, mais après il faut faire une énorme réserve en fait. Parce que le Chaloré, quand il coule, on n'a pas besoin d'eau ici. On va faire des méga bassines. Avec les eaux de ruissellement, c'est... Oui, oui, des retenues collinaires. Oui. Ouais, non, mais blague à part. Les 1000 mètres cubes, là, tu disais que c'était argileux, donc vous n'avez pas mis de PDM, mais du Ouais. coup, c'est juste creuser et l'argile qui suffit. Ça Ouais, suffit. ouais. Non, mais ça fait. Il y a plus de 40 ans qu'elle a été faite. Ça c'est vraiment. Non, mais dès le début. Hein. Là, en fait, c'est argileux. C'est les œufs. C'est très argileux. Ah ouais, Quel c'est. pourcentage? Je sais pas, je pense. Des endroits qui n'ont jamais pu être cultivés parce que c'est trop argileux, quoi. Et tu n'aurais pas pu justement prélever de l'argile pour... Eh bah si, mais ça nécessitait de creuser. Alors déjà il y a eu un glissement de terrain il y a 40 ans quand mon père il a fait ça, donc il ne faut plus retoucher et il y a eu des gros problèmes. Et ensuite ça nécessiterait des tonnes et des tonnes d'argile. Il y a beaucoup d'essais pour ramener de l'argile plutôt qu'un EPDM. Et en non seulement l'été en fait, les argiles ils se rétractent et du coup ça serait vraiment une couche d'argile. 30 cm ça suffit pas en fait. D'accord. C'est suite aux travaux de la marque que vous l'avez eu? Oui, enfin moi j'étais pas né hein, mais oui, mon père était en procès pendant des années et du coup on ne touche plus à rien ici, c'est trop instable en fait. Hein? Alors c'était dans le trou, c'est la colline au-dessus qui est venue, donc ça a bouché une partie en fait mais c'est un petit glissement de terrain mais qui a quand même valu un procès, etc. Encore une petite question. Ouais. Ah non, mais pas de souci, moi je suis là pour ça. Hier, on discutait beaucoup des retours d'expérience. Ouais. Et le sensitif, là tu parles beaucoup de sensitif, ce que tu vois, ce que tu ressens sur le secteur. Est-ce que tu as besoin d'autres données de retour d'expérience sur, je sais pas, ton sol, les débits, C'est vrai que nous on aurait dû, je pense, tout début, fin 2022, quand on a récupéré la parcelle, ça aurait été bien qu'on fasse une analyse de sol. À l'époque, j'avais pas pris le temps, c'est ça, pour voir vraiment un truc précis. C'est bon, c'est pas grave, on est parti là-dessus comme ça. Après, nous en données, on aurait besoin de plus de données techniques, mais de formation que je vais faire au fur et à mesure, mais sur l'arbo, sur plein de choses. Combien je retiens d'eau, combien j'en infiltre, c'est tout ça, c'est de la donnée qui t'apporte. Non, c'est ça, plus je vais en infiltrer, plus je serai content, mais après... Oui, puis t'as le ressenti, tu vois. Voilà la petite réserve. Donc là par contre il y a directement 2,40 m de profond. Magnifique. Voilà. Ah oui, c'est une bonne réserve déjà. Oui, c'est pas une petite mare. Le fait qu'il y ait les arbres aussi, ça évite l'évaporation. Oui et non, parce que là, ça c'est des peupliers trembles, ça pompe énormément. Et l'été, ça descend de combien? Et ben là, on y va assez bas là. En 2022, c'était un peu. C'est vrai que l'évaporation, ça fait beaucoup, mais je pense que, je me souviens plus exactement, mais ça devait pas être bien plus bas que ça. Parce que là, au final, j'ai pompé 100 mètres cubes. Il a pas trop plu ces derniers temps. Enfin, si, il a plu un peu, Mais bon, après. Il y a eu un glissement de terrain. Là en face en fait, la partie qui avance, parce que là tu vois ça va loin là-bas et ça va loin là-bas, en fait ça fait un truc qui avançait comme ça. Du coup, mais c'était au moment de la construction, donc il y a plus de 40 ans. Là. Il y a une petite source qui est au bout du terrain, du coup une petite source qui coule pas beaucoup, qui coule à 3 ou 4 mètres cubes par jour. Du coup voilà, après il y a une autre très grosse réserve d'eau au-dessus là, et celle-ci en hiver elle déborde dans celle-là.
Donc celle-là, on aurait peut-être voulu l'acheter un moment, mais bon, là du coup c'est le SIAB qui l'achète, donc le syndicat des eaux de l'air basse. Donc au moins il y aura une gestion, on va dire un peu plus durable que si c'était quelqu'un d'autre, je sais pas. Enfin, mais bon, du coup ça fait qu'il y aurait un potentiellement, on pourrait avoir de l'eau au-dessus, mais tant pis. Ouais, il y a une source aussi. En fait, il y a des couches d'argile dans les collines. Et il y a un peu des nappes souterraines, c'est un peu difficile à expliquer. On a essayé de m'expliquer, mais c'est compliqué ce qui se passe dans le sous-sol. Hein. La nappe de la monnaie charge ça? Non, c'est d'autres nappes, c'est des nappes superficielles, ouais, et qui des fois sont... Ouais, des fois dans les collines là-bas, un peu plus au nord, c'est plus argileux. Ici, on est dans la Drôme des collines sableuses. Après, là-bas, il y a la Drôme des collines plus argileuse. Et il y a des fois des sources qui sont au sommet des collines. C'est difficile à comprendre, mais ouais, c'est ça. Et c'est le syndicat qui fait des recherches par rapport aux ressources souterraines ou pas? Non, non, le syndicat, lui, c'est la gestion des crues, la gestion... Eux, ils font de la plantation, de... Ouais, non, ils font pas trop ça. Qu'est-ce qui a motivé? Eh ben, le besoin d'eau, déjà. Parce que bon, lui il avait le droit de pompage un peu dans l'air basse, à l'époque on avait le droit de pomper, et après lui il avait besoin d'une réserve d'eau. C'est déjà hyper argileux ici, il a juste creusé un trou, c'est tout. Et... Il a remblayé sur la digue. Ouais, il a refait une digue, ouais, bien sûr, ouais, toute la terre qui est sortie est servie à faire la digue, et puis ça suffit. Alors ce qu'on fait, moi c'est chaque année je dois broyer la digue, là, cette partie en pente là, pour pas qu'il y ait trop d'arbres, parce que chaque année, enfin là je viens de broyer il y a un mois, mais sinon, en un an, il y a ça là, les peupliers tremblent, qui font 2 mètres de haut très rapidement. Et là on se demande à quel point on veut la remettre en fonction, c'est-à-dire que ça fait donc 20 ans que mon père l'utilise plus et qu'il l'entretient plus. Et en fait, il y a des faux roseaux qui sont apparemment mauvais pour la biodiversité et pour l'eau. Il y a apparemment les peupliers trembles qui pompent énormément et qui ne sont pas forcément bons pour la biodiversité aussi, mais en même temps qui font de l'ombre. Donc il y aurait une gestion à avoir, mais pareil, là ça nous demande des éléments de réflexion, du temps de travail, etc. Du coup, on verra un peu plus tard. Et la prise... Hein? Il y a une tension qui, moi, de plus en plus j'entends, c'est pas bon pour la biodiversité. C'est de manière générale. Je me dis, c'est de retravailler l'humilité. Enfin, ça pousse tout seul ici, quoi. Et enfin, il y a ce truc-là aussi. On se dit c'est pas bon pour, et on part dans nos gros schémas humains de l'équilibre, machin truc. Ça fait des milliers d'années qu'il y a un équilibre. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais du coup, c'est quand même un milieu qui a été créé artificiellement. Et du coup, c'est des choses. Je dis pas que c'est pas bon pour ou machin. Oui, non, enfin, c'est vrai que je viens de dire ça, mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et nous, on a envie d'intervenir parce qu'on veut contrôler, etc. Mais au-delà loin de moi l'idée de détruire tout, mais de faire en sorte qu'il y ait des choses qui envahissent un peu moins et des choses qui ont été mises là pour garder un milieu fonctionnel, parce que faut pas qu'on oublie que mon but c'est quand même de faire de la nourriture, et donc je veux pas créer un milieu sauvage, sinon à ce moment-là juste je laisse et je fais rien, et dans 100 ans c'est devenu beau. Mais du coup réussir à utiliser, parce que j'ai besoin d'eau et que c'est ma seule source d'eau, et l'optimiser dans son utilisation pour essayer d'en gaspiller le moins possible, etc. Mais non, mais tu as raison aussi, faut pas faire trop de raccourcis non plus. Et en parlant d'argile, est-ce que vous aviez pas du tout réfléchi à prendre de l'argile qui est là pour faire à la place de l'EPDM Ouais, alors on nous en a même proposé d'en amener d'ailleurs, parce que ici, comme je disais tout à l'heure, il ne faut plus du tout toucher en travaux, parce qu'il y a des fragilités de terrain qui ont fait qu'il y a 40 ans, il y a eu un glissement de terrain, etc. Donc, on ne veut rien toucher avec des engins, et on nous en a proposé de nous en ramener. Du coup, le problème, c'est qu'il faut des tonnes d'argile quand même, et en fait, il y a eu des essais qui ont été faits avec jusqu'à 50 cm d'argile, qui ne sont pas non plus suffisantes, surtout dans nos sables, qui finissent quand même par sécher et craqueler et pas être efficaces en fait. Et donc le calcul était de je ne sais plus combien de tonnes d'argile qu'il fallait ramener d'ailleurs. Donc au final l'impact de l'EPDM, même si le plastique, bon, mais du coup, ouais, c'est vrai que moi j'aurais adoré pouvoir faire une chose comme ça sans plastique dessous,
Mais on s'est renseigné à droite à gauche, il y a l'INRA qui avait fait des essais, il y avait la LPO aussi, et c'est vrai que malheureusement pour l'instant le plus simple qu'on ait trouvé c'était le PDM. Et pareil en formation, du coup ils nous ont expliqué pas mal de techniques différentes, et après ça nécessite plus ou moins des travaux lourds ou quoi. Et déjà ça nous a fait un peu mal au cœur de faire rentrer une grosse pelleteuse dans le terrain, mais 15 tonnes. Oui. Ouais. Pour les mares. Ouais, pour les mares. Les baissières c'était une mini-pelle. Il devait être une 3 tonnes 5, un truc comme ça, ou 4 tonnes. Je joue mon rôle de gardien du temps, je m'excuse. Est-ce que c'est l'heure du pique-nique. Une demi-heure à peu près, il faudrait qu'on soit parti. Est-ce qu'on pourrait continuer cette conversation en mangeant? Ouais, on peut s'installer là si vous voulez. Mon père avait mis les poissons à une époque, mais il y a entre les gens d'à côté qui sont venus pêcher les oiseaux, ça a tout disparu. Et il paraît, donc ça j'ai pas encore beaucoup de connaissances, mais que les marques des poissons sont moins bien équilibrées. Du coup, là les grenouilles et autres équilibrent mieux les mares apparemment. Et elles venaient piquer leurs bouses, etc. et ça faisait l'imperméabilité. Ah ouais, bon, il y a aussi que je suis vachement occupé sur l'autre partie. Qui me rapporte un peu d'argent pour l'instant. Qu'est-ce que c'est l'autre partie? La vigne, les asperges et les grandes cultures. Là on s'est garé. Voilà, c'est ça. Bah oui, le terrain à terre. Pour la grande culture, ça ne rapporte pas, mais la vigne, pour l'instant, c'est mon seul revenu. Voilà. Justement, là, je crois on continue, du coup, là, c'est le début de la baissière sable. C'est pour ça que, du coup, là, en fait, on est presque 2 mètres au-dessus du niveau de la mare du fond, quoi. Alors on essaye d'utiliser pour limiter le tassement, d'utiliser le chemin en goudronné là, comme on est passé ce matin. Mais si en fait j'ai l'entrée au niveau du pont, en fait moi je passe sous le pont au tracteur, et en fait j'ai le chemin qui longe tout le long du Chaloret là. Donc du coup en fait j'ai une entrée là-haut au niveau de la route dans l'angle, une entrée à côté des boîtes aux lettres, et après une entrée au fond à côté du portail des voisins là-bas. Donc on a essayé aussi de réfléchir les chemins de circulation des engins quoi, pour limiter les allers-retours, les machins. Et là au final aussi, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé de ça, c'est que là en fait ce champ du milieu, mine de rien, en fait ça, au niveau mécanisation, ça met des obstacles, mais comme c'est des obstacles qui sont parallèles les uns aux autres, et en fait ça fait des longs linéaires et ça fait moins de demi-tours en tracteur quand même. Sachant que les demi-tours, c'est ce qui use le matériel aussi un peu, ce qui tasse beaucoup le sol. Et en fait, ce champ-là, il crée un linéaire qu'il n'y avait jamais avant, qu'il n'y avait pas avec le fossé, qui fait 500 mètres, qui part du bout là-bas et qui va jusqu'à l'autre bout là-bas en fait. Je fais mon demi-tour, mais j'en fais moins en fait. Plus c'est long. Voilà, c'est ça. Les champs en longueur, voilà, c'est ça. Allez, dans tous les cas, je suis obligé de faire demi-tour. À part si je fais des champs en rond. Voilà, c'est ça. Tu préfères, j'imagine qu'il y a des manières de faire des grands... Oui, à l'INRA, ils ont fait un verger circulaire. Un truc avec des espèces de cercles c'est ça, exactement. Ouais, non, mais ça se fait. Après, le problème étant qu'on ne choisit pas la topographie. Là, on s'est installé déjà dans un champ qui était un peu en longueur. Donc voilà, on a essayé de limiter. Ouais, les mûriers blancs sont beaux. Enfin, certains, ils sont minus. Ouais. Oui. Travailler avec elle. C'est pour ça que je parle de la graine, je pense à elle. On organise une journée en commun. Les pays sont plus grands, Parce que je disais tout à l'heure, j'ai répondu à quelqu'un. Peut-être, mais c'est une histoire de budget. Il coûte, celui-là il coûte 3 fois moins cher que c'est les 60 cm et sinon il y a des 1,20 m. Et les 1,20 m ils coûtent peut-être 2,50 €, alors que celui-là il coûte 90 centimes. Et il y a une histoire de ravageurs, donc nous ça c'est pour les rongeurs lapins. Et les lapins ils coupent à la base, ça laisse très peu de chance, alors que les chevreuils au final ils mangent le dessus et après en fait le buisson ou l'arbre peut repartir, ça va pas le tuer. Et du coup, nous on se dit qu'on laisse comme ça, on a des chevreuils quand même beaucoup, mais au final là, les dégâts observés ils sont assez minimes quoi. De temps en temps il y en a un grignoté, ça le tue pas. Là au final ce qui a fait plus de dégâts cette année c'était les limaces. Au final avec le broyat et l'humidité c'était assez...
assez compliqué quoi. Et avec le temps, les tuteurs, Ils tiennent bien. C'est une question de budget, mais j'avais cru comprendre que tu les avais récupérés chez tes voisins. Ouais, c'est moi qui ai tous fait, ouais. Parce qu'en fait, à la base. Ouais, j'ai taillé à 90 cm. Et du coup, 30 cm dans le sol et 60 dehors. C'est juste pour te dire le filet, du coup. Voilà, c'est ça. Pas pour là. En fait, c'est pas vraiment des tuteurs, en fait, c'est la protection qui fait tuteur. C'est-à-dire que là, il peut bouger. Ouais. Et en fait, lui, il va créer de la lignine pour se rigidifier. Et au moins, quand on tuteur un arbre vraiment franc, et ben en fait, ça le rend dépendant du tuteur. Alors que là, il bouge dedans. Il a quand même un cercle assez petit, donc il ne va pas casser. Mais du coup, au moins, il se développe quand même plus comme il plus. Tu peux avoir des érables de Montpellier qui vont être géniaux, des haies ou des mûriers et tout, mais si tu fais ta. Par rapport à. Salut. J'ai vu que là-bas, tu n'avais pas de matière organique dessus et qu'il était quasiment plat. Quoi. Ouais. Tu l'as un peu arasé. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, mais oui, c'était le syndicat. Il est vachement plus. Là, c'est vraiment le broyat. C'est le broyat, ouais, parce que tu as une hauteur de. Ouais, t'en as mis combien là? Énormément. Ouais, là, sur tout le champ, j'en ai passé peut-être 260 mètres cubes de broyat. Donc, vraiment, ouais, c'était vraiment beaucoup. C'est ton copain paysagiste qui. Alors, plusieurs. J'ai appelé beaucoup de paysagistes dans le coin j'ai fait beaucoup d'heures de broyeur. Et après, j'ai dû quand même en acheter pour compléter. Mais du coup, là, ça, c'est le broyat que je fais avec le broyeur. Il reste des branches, il y a des petits bouts et après ça composte aussi. Ça fait de la matière organique, ça fait pas non plus effet broyat parce que ça laisse pousser, mais au moins ça garde l'eau quoi. On va finir juste par là-bas parce que le temps il passe. Ouais, c'est ça. Merci Benjamin. Tenter ta mission. J'ai essayé. Ouais. J'ai essayé. On dira pas que c'est de ta faute. Même si finalement. Toujours une responsabilité pas mal. Ouais. Parfois ça accélère. Donc là, on a le trop-plein final. Comment elle s'appelait? C'est-à-dire que toute l'eau qui a parcouru dans le champ finit ici en fait, il déborde de la mare sur le côté. Au début, le trop-plein il était là en face de nous, sauf qu'il s'est effondré avec les pluies. Donc le temps que ça se revégétalise bien comme il faut, on a décidé de faire un trop-plein sur le côté. Et il y a aussi les eaux de la route qu'on ne voulait pas finalement. Au début dans le projet, j'avais mis que je récupérais les eaux de la route. Mais en fait, on s'est vite dit non, mais les eaux de la route, elles sont pas très propres. Et donc en fait, tout ça, ça se rejoint là et ça vient raviner ici. En fait, on voit que c'est creusé quand même un peu. Et j'ai rajouté plusieurs remorques de terre parce que ça avait emporté beaucoup de choses et j'ai essayé d'implanter. J'ai mis des graines de pas mal de graminées pour que ça tienne le sol. Et malheureusement, bon, ça se barre encore, donc peut-être qu'un jour je mettrai des poteaux en bois ou des choses qui tiennent un vrai revers d'eau, qui tiennent physiquement les bords, quoi, parce qu'il faut que je puisse passer en tracteur. Et après là, ça vient, on voit un peu, ça fait comme le fond d'un cours d'eau un peu, vous voyez les graviers, du sable, et en fait ça finit et hop, ça retourne dans le Chaloret là-bas. Donc c'est la fin du truc. Donc tu avais une plage comme ça ou comme ça là sur une surface. Là, ce sable là. C'est vraiment un sable de qualité pour l'été quoi. Non mais on se disait qu'on allait mettre des transats et du coup toute la partie en bas du champ là-bas, et c'était recouvert de ça, donc plus de plantes qui poussaient quoi. Donc c'était quand même problématique. Il y avait des patchs à droite à gauche parce que ça venait de la colline d'au-dessus, donc des fois sur 100 mètres de large, tu avais un banc de sable en fait quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. 5 remarques, je crois. Alors, elles sont parties chez moi. J'ai fait un peu des travaux avec. Voilà. Et après, il y en a pas mal que j'ai mis en tas là-bas. Je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Donc, peut-être que je vais ouvrir une carrière, je sais pas. Et après, sinon, malheureusement, il y a aussi de la terre, du mélange terre-sable que j'ai remis ici en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de ravinement, à un moment ça avait sauté là, parce que là en fait j'ai rajouté du sable pour pas que ça finisse. En fait comme je passe en tracteur sous le pont,
il y avait la montée là dans le champ qui était crevassée, qui partait, on l'avait refaite plein de fois et là je l'ai refaite une dernière fois. J'ai retassé, malheureusement il faut tasser de toute façon. Et j'ai semé, j'ai essayé de mettre des graines et faire en sorte que là ce soit assez haut pour pas que ça vienne sauter ici et vraiment que ça passe là, que ça se jette ici sans venir raviner sur le côté, quoi. Donc c'était une gestion pour mon passage. Donc voilà, c'est une contrainte que j'avais, pouvoir passer sous le pont, quoi. Et avant de faire des gros travaux comme ça, mettre des bois dans le sens du cours, ça pourrait marcher ou pas? Pour le faire des pour éviter que ça ravine, quoi. Ouais. Que ça, alors, pour moi, ça peut être bien, mais dès qu'il y a un virage, en fait, on peut pas. Pour moi, il ne faut pas trop cloisonner le truc parce que plus on cloisonne, plus ça va vite, plus ça creuse. Justement, si tu les mets dans le sens. Dans le lit, comme les castors, quoi. Ah oui, les oies à castors, oui, non, ça peut être possible aussi. Après, là, j'avais la problématique que je voulais pas que ça vienne trop au niveau des haies et que ça emporte. Parce que là, en fait, il faut s'imaginer que ici, quand l'eau elle coule, quand il pleut beaucoup, l'eau elle vient, ça fait une rivière. Hein. C'est vraiment, ça coule fort à tel point que ça m'a emporté un arbre là-bas. Il y a un arbre dans les comptages des morts, il s'est juste fait emporter avec sa protection et tout par le courant en fait. Et donc là pareil, j'avais essayé de décaler un peu les arbres pour que ça passe entre, mais à chaque fois je viens rajouter à la pelle et je viens rajouter de la terre contre pour pas que, parce que ça creuse beaucoup. Et là ça, pareil, j'ai vraiment rebouché à un moment, ça faisait plus de 50 cm de profondeur. Ça va très très vite, surtout quand c'est du sable quoi. Donc ça creuse quoi. Voilà. Et ça vaudrait le coup de justement creuser, mettre du bois pour ralentir. Du bois ou de la pierre en fait. De la pierre ou... Mais je sais pas, après il y a sûrement peut-être des techniques en hydrologie, mais du coup, après j'imagine qu'il y a plein de techniques. Déjà rien que les cailloux, ça fait ralentir. Les cailloux, là, j'en ai mis quelques-uns, mais ce qui est bien, c'est qu'il y en avait déjà naturellement. Enfin, quand ils avaient fait à l'époque le chemin au-dessus, ils avaient emblayé avec beaucoup de cailloux, donc il y en avait pas mal. Donc ça a tendance à ralentir, à casser un peu la vitesse de l'eau, mais ça creuse quand même à certains endroits, quoi. Là-haut, tu disais les... Ah pardon, ils veulent partir. Ah ouais, faut pas qu'on tarde. Le piège à sédiments qui est juste au-dessus, il est en eau là, et pourtant c'est hyper sableux. Il y a le PDM dessous ou pas? Non, il n'y a pas de PDM dessous, il a plu il n'y a pas si longtemps. Et au final, en fait, avec le dépôt successif des limons, il finit par... En fait, je pense que l'eau, il y a une grosse poche d'eau au-dessous, parce que quand j'avais creusé, il était sec. Et pourtant, quand j'ai creusé, dessous, c'était plein d'eau. En fait, ça fait comme une poche d'eau qui est infiltrée en semi-surface. Je sais pas, je pense une mini naprette. Ouais, ok. Voilà. Parce qu'au final, ici, on a du sol quand même bien profond. Quand on a creusé, on avait du sable, il n'y avait aucun caillou sur 2,50 m. Du coup, on a creusé quasiment à 2,50 m là. Donc, c'est quand même pas mal comme sol. La discussion est passionnante, mais on a les ateliers qui démarrent à 15 h aux Amanins et du coup on a 1 heure de route, donc ça... Voilà. Il va falloir qu'on se mette. Ils vont être en retard les autres aussi, non? Ah oui. Ah oui, c'est loin ça. Ah bah d'ici oui, d'ici c'est déjà... D'ici c'est 1h30. C'est 1 heure enfin. On va rentrer à pied. On sera pas dans le timing là. Oui. Moi je démissionne. On peut faire le coup. On a vraiment le soleil là, franchement. On était bien là. J'ai arrêté de travailler là, on travaille à l'Intercept là. Et cette année, j'ai fait tout à la débroussailleuse. Et en fait, moi ça me fait malade, là, il y a des endroits où. Ah ouais, mais au printemps, je mets un peu d'engrais. Et puis tu vois le bas de la parcelle, l'herbe elle est magnifique. Et ouais, ça ruisselle bien quoi. Mais sinon, j'ai pas trop d'autres parcelles en pente. Quand on commence l'hydrologie, on a envie d'avoir des parcelles en pente. Ah ouais. Hein? Ouais. Ah bah ça c'est le département, il broie chaque année.
ça repousse fort fort. Ouais, ça pousse bien. Ah non, non c'est au département, mais oui, je pourrais peut-être leur donner s'ils n'en ont pas assez. Et ben nous à la cave on a une charte, c'est 65 hectos par hectare. Et là je lui fais 75%. La première année qu'il a fait, je m'en sors pas trop mal. Alors que d'habitude je suis à 100%. Voilà. Entre forfait et à 100%. Et là il a fallu limiter quand même bien, mais après là je suis en conversion bio. C'est la mauvaise année, hein, mais pour être bio. Oui, mais ça l'a fait quand même. Faut bien le faire, c'est bien. Tiens, je te remercie. Merci beaucoup Benjamin. Ouais, c'était super. Super inspirant, ça donne de l'espoir, que ça rayonne. Ouais, bah que si ça peut permettre à d'autres gens de faire, hein, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Ça demande un peu de temps et puis après d'être formé quoi. Être convaincu. Ouais. Oui, mais bon après, comme je disais, il faut pas oublier le côté agricole. Hein. Oui. Là, je produis rien pour l'instant. Ce sera un exemple si je réussis à vraiment produire dessus dans 5-10 ans. Mais voilà, faut trouver des solutions, mais pas oublier l'objectif. C'est ça qui est la difficulté. Ouais. En tout cas, c'était intéressant pour celles et ceux d'entre nous qui sont novices en la matière de comprendre comment on peut designer au niveau hydrologie régénérative une parcelle comme ça, et tu nous as très bien expliqué ça et tu nous as très bien donné ça à voir. Ouais, c'est ça qui est intéressant pour un peu le début, et tu l'as dit, c'est un point là qui est vraiment soulevé, c'est commencer en formation, on apprend l'échelle de permanence, tu as dû retenir ça. Effectivement, dans comment aménager une parcelle en commençant par ce qui est structurant, l'eau et tout ça. Tu as dit bon exemple quoi. Une fois que c'est implanté, une fois qu'il y a des arbres, une fois qu'il y a des vignes, une fois qu'il y a des choses, en fait c'est trop tard pour revenir faire beaucoup plus compliqué, pour revenir gérer l'eau, gérer le ruissellement avec ce genre d'ouvrage quoi. Donc l'idéal c'est effectivement de penser dès le début et de faire avec, effectivement comme a fait Benjamin quoi, la topographie, les écoulements, d'implantation, et dessus on met les arbres et autour on fait le sol et tout ça quoi. Et c'est vrai qu'en formation, souvent des vitis, des agris disent mince, j'aurais dû faire cette formation avant, au début, parce que j'ai déjà planté, parce que c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a cette logique qui est assez importante. Et là, oui, effectivement, c'est pas encore exemplaire d'un point de vue production, donc d'aucun agri dirait ouais, mais à quoi ça sert? Mais en fait, en réalité, dans la démarche globale, et c'est une démarche globale, les étapes sont bien faites, on va dire.